Bonjour et bienvenue à 1001 voix du succès. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Francis Pinchot, qui est psychologue du travail et qui enseigne à l'université avec un parcours bien rempli. Donc, moi et Charles, on le connaît personnellement. Il a été notre animateur à un camp de leadership dans notre parcours, mais on parlera plus de ça dans la discussion. Absolument. Puis, le parcours de Francis, comme Paul l'a mentionné, est quand même assez particulier. Il était en boxe, puis il a failli être en boxe professionnelle, mais il s'est passé quelque chose de dramatique qui a vraiment changé le cours de sa vie, puis il s'est ramassé à l'université. Donc, on va tout aller dans les détails là-dedans. On va aussi parler de psychologie. Donc, ça va être une belle discussion intéressante pour vous aujourd'hui. Et petite parenthèse, on va aussi faire un exercice en leadership devant vous. Ça devrait être le fun. Donc, pour bien s'orienter dans ce parcours mouvementé qu'est la vie, inspirons-nous de ceux l'ayant déjà vécu. Bienvenue, chers amis, à 1001 voix du succès. Donc, bonjour et bienvenue à 1001 voix du succès. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Francis Pinchot. Donc, bonjour Francis, comment ça va? Allô. Ça va bien, vous autres? Oui, ça va super bien. Merci d'être là. C'est un plaisir. J'étais content de l'invitation quand tu m'as invité. Ben oui, ben on l'a... En fait, je pense qu'on s'en est parlé initialement à Jouvence, parce qu'il faut savoir, Francis, c'est un leader naturel, en fait. C'est qu'il il a été un des animateurs à un camp de leadership dans lequel j'ai participé dans le cadre de ma session d'MBA. Charles-Antoine aussi, l'année passée. Même animateur, par contre. Fait qu'on a eu beaucoup de plaisir. C'était une belle fin de semaine. Puis là, on s'est dit, pourquoi pas l'avoir au podcast? Ce serait le fun, ce serait intéressant. Donc... on va commencer avec, parle-nous un peu de tes débuts, ton parcours, comment t'en es venu à faire ce que tu fais aujourd'hui, brièvement, en quelques points saillants. Là, vas-y. Mais c'est intéressant, pour mettre en contexte un peu les auditeurs, moi je suis psychologue du travail et des organisations, puis ultimement, je vous enseignais à tous les deux dans le cadre d'un cours sur le développement du leadership, fait que à quelque part, je vous ai aidé à devenir de meilleurs leaders, j'ose espérer. Oui, écoute, j'ose croire également. J'y crois. J'ose espérer que vous vous rappelez de quelques affaires qu'on a jasées dans ce cours-là. C'est un cours qui est très intensif, au sens où c'est un des seuls cours, je pense, que vous avez qu'on s'en va en, on va dire, contexte externe à l'université. Là, on est allé dans un genre de camp de vacances à Jouvence pour les gens de l'Estrie. Puis on passe 3 jours là à travailler en faisant des activités sur le développement finalement de nos habiletés relationnelles. Là, leadership, c'est un beau mot, mais... Puis aussi, c'est important de mentionner que nous, en se rendant là, on n'avait aucune idée à quoi s'attendre. C'est ça. C'était la pure surprise de comme, OK, on passe d'activité en activité, puis qu'est-ce qu'on essaie de soutirer de ces activités-là? Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est que moi, je trouve que cette session-ci a été plus difficile pour la plupart des élèves parce qu'il y a beaucoup de cours qu'on a l'impression de faire un peu de pelletage de nuages. Je ne vais pas te le cacher, le biais initial qu'on voit, cours de leadership, camp de leadership, moi, je m'attends à ce que ce soit, pas du n'importe quoi, mais dans le sens que je m'attends à ce que ce soit très vague, pas vraiment applicable, croyez en vous, quelque chose de même un peu cheesy. Comme quasiment ésotérique, le genre de comme vous allez donner des meilleures personnes. Oui, c'est ça. Puis dans une session relativement vague, surprenamment, j'ai été très plaisamment surpris par le cours de leadership et par le camp de leadership lui-même parce que c'était... en certain sens, c'était une fin de semaine d'introspection, on dirait. 100%. Puis ça t'a permis ça permettait de réaliser quelque chose sur toi, de la façon que tu opères, la façon que tu interagis avec les autres et comment tu peux travailler là-dessus. Et je trouvais que c'était... Mais ça, certainement qu'on va y revenir parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes, surtout d'un point de vue de la personne qui le donne, comme toi, par exemple. Ouais, parce que vous avez le côté « j'ai vécu ça », puis moi, je vais être curieux en échange de vous me partager un peu votre vécu. Ouais, c'est ça. Puis toi, ça fait 2 ans, là? Ben oui, c'est ça, exactement. Moi, ça fait 2 ans là, quand même qu'on l'a fait, là. Fait que c'est ça, il y a des choses qui se sont passées depuis, puis on en a eu de la chance d'en reparler. Fait qu'en tout cas, on s'en reparlera après. Nice. Mais c'est ça, commence peut-être par ton parcours. Fait que c'est ça. Comment j'en suis arrivé là, au final? J'aime ça des fois commencer par la fin, mais comment je suis arrivé là à enseigner à l'université, puis je fais de la consultation d'entreprise aussi beaucoup, là, tout ce qui touche habileté relationnelle, puis développement, justement, de gestionnaires pour qu'ils soient meilleurs avec leurs équipes au final, puis du moins, qu'ils ressentent moins la charge ou le fardeau d'être seuls avec leurs équipes, puis s'organiser pour que ça aille bien. Mais tu sais, si je remonte dans le passé, d'où je viens, ou d'où j'arrive, d'où je pars, c'est comme une question, j'ai réfléchi à votre question dans les derniers jours, puis j'étais comme, comment je vais starter ça? Puis on dirait que ce qui me vient, c'est comme de partir du début au final. Moi, j'aime ça dire, j'ai eu la chance de grandir dans un environnement très ouvrier. Dans le fond, moi, je viens pas d'une famille où ce que l'université, c'est la voie universelle et standard, du genre... tu viens au monde, tu vas aller à l'université. Moi, c'était pas vraiment ça. Moi, de ma perspective à moi comme enfant, c'était comme
fais ce que tu veux, l'école, c'est semi-important, puis amuse-toi. C'est un peu ça, tu sais, j'étais très proche de mon grand-père. Moi, pour mettre en contexte, j'ai grandi dans une maison où mon grand-père vivait dans la même maison, dans le fond. Okay. Les grands-parents maternels, du côté de ma mère. C'était comme un duplex, puis ultimement, moi, je vivais d'un côté avec mes parents puis mon frère, puis de l'autre côté, ben, c'était mes grands-parents, puis on appelait chaleureusement ça l'autre bord. Fait que quand j'allais de l'autre bord, j'allais chez mon grand-père, puis au final, j'étais tout le temps de l'autre bord. Fait que j'étais jamais chez nous, j'étais tout le temps avec mon grand-père et ma grand-mère. C'est là que je me sentais bien, tu sais, c'était mon endroit. Puis mon grand-père, c'était un camionneur. Puis lui, dans le fond, l'université, c'est loin d'être... Tu sais, lui, il a fait l'université du camionnage, là, mais c'était un camionneur, puis il avait des valeurs très, très, très humaines, puis très, très, très proches des gens. Puis, ultimement, j'ai grandi dans cet environnement-là, un environnement où les gens s'écœurent un peu, c'est très ouvrier, fait que mes oncles c'est soit des camionneurs, soit des mécaniciens, ou la construction aussi qui fait partie de ça, fait qu'on est dans un mode un peu, genre, l'école, ça fait pas partie du paysage, du moins quand j'étais un enfant, puis c'est pas ça qui est important pour moi, puis en grandissant, ultimement, ce qui est arrivé, c'est que là, ben, je grandis, puis là, maintenant, moi, je suis très curieux de nature, là, je pose des questions, puis je posais tout le temps des questions, puis je me souviens, j'ai une anecdote, je posais tellement de questions qu'à un moment donné, les gens, ils répondaient à mes questions, puis j'étais comme, je disais, je sais. C'est comme, puis les gens, ils me chicanaient des fois, puis j'étais comme, ben, je sais. Parce que dans ma tête d'enfant, ce qui se passait, c'est que tu viens de me dire que j'ai fait pas correct, puis ma réponse, c'était genre, je le sais. Que tu savais, je sais parce que tu viens de me le dire. Ouais. C'est comme si tu m'expliques de quoi, puis je suis comme, OK, je sais. OK, fait que là, tu te posais une question, on te répondait, peut-être comme, je le sais, là. Je sais, ouais, c'est ça. Je peux voir comment ils étaient irrités un peu, là. C'est ça, mais ça gosse, là, tu sais. Je devais être un enfant vraiment gossant, ultimement, là. J'étais comme, je posais plein de questions, 1 million de questions sur toutes, là. Tu sais, comme là, je t'aurais demandé pourquoi tu mets ta main sur sa patente-là, puis j'aurais voulu une réponse. Puis j'étais comme, c'est quoi? Puis là, genre, c'est quoi ça? Pourquoi c'est connecté là? Pourquoi ça passe à travers la table? Non, la différence, c'est que tu le sais. Mais à ce temps, je le sais. Mais je le sais, puis j'étais très curieux dans des domaines extrêmement diversifiés. Mais au final, tu sais, moi, ce qui m'a, j'ai l'impression, amené à cheminer là-dedans, c'est qu'à un moment donné, au secondaire, en fait, au primaire, j'ai eu des amis qui étaient, tu sais, leurs parents, c'était des médecins, puis c'était comme, il y a un gars dans mon école, primaire, ses parents, c'était des médecins, puis lui, à un moment donné, c'était mon ami. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, moi, je faisais pas trop la différence dans quel milieu tu viens, parce que dans ma tête, il existait juste un milieu, puis c'était, chez tout le monde, c'était pareil comme chez nous. OK. Tu sais, c'était comme, tout le monde, genre, vivait dans un environnement où toutes tes oncles et tes tantes sont tout le temps chez vous, parce qu'ils sont chez tes grands-parents, tu sais, puis c'est très, très proche chez nous, là. Tout le monde est... C'est comme si, moi, j'aime bien ça dire que j'ai des cousins, mais c'est tous mes frères et sœurs. Ouais. Tu sais, c'est comme si on est tellement grandis ensemble qu'on est tous très, très, très proches. Puis, ultimement, ben, grandi là-dedans. À un moment donné, cet ami-là, on arrive en 6e année, puis il dit, moi, je vais aller à l'école, ça s'appelle le séminaire. Puis j'étais comme, hein? Moi, je pensais, parce qu'à Alma, au Lac-Saint-Jean, il y a juste... Il y a 2 écoles secondaires primaires, là, puis les gens de là-bas sauront, mais il y a le A puis le B. Parce que historiquement, c'était 2 écoles où tu passais par le A, tu faisais secondaire 1, 2, 3, puis après ça, tu te transférais au B, qui était la 2e école secondaire, tu faisais ton secondaire 4, 5 là-bas. Puis c'était comme les 2 écoles secondaires. Fait que moi, j'arrive là, mais je connais ce gars-là qui me dit « Hey, il existe une autre école secondaire. » Puis là, je suis genre « What? » Il existe une autre école secondaire que je savais pas, tu sais. Fait que là, je m'en vais, dans le fond, je parle de ça à mes parents, puis ils sont comme « Ouais, c'est cher, on n'a pas vraiment moyen de t'envoyer là. » Tu sais, c'est pas le même qui m'ont dit ça, mais je l'ai senti à un moment donné. C'était comme, ben, il me semble, le chemin logique, tu sais, quand tu te poses pas trop de questions, c'est que tu vas aller à l'école la plus proche, puis ça aurait été le A ou le B, tu sais, parce qu'à l'époque, tu pouvais t'inscrire aux 2 quand moi, j'étais allé au secondaire. Bref, tout ça pour dire que je m'en vais au séminaire. Puis là, je fais mon secondaire 1 et 2 là-bas. Puis là, je suis comme là, tu sais, au séminaire, généralement, c'est les gens plus fortunés, parce que ça coûte plus cher. Puis moi, je me souviens, mes parents, tu sais, qui m'ont payé ça, tu sais, comme, j'en ayant pas nécessairement les moyens de me payer ça. Fait que secondaire 1 et 2, je vais là. Secondaire 3, je vais au B. Puis là, je suis tanné de cette crowd-là. Je me sens comme un misfit un peu. Je suis pas bien. Fait que déjà au secondaire, tu sentais qu'il y avait comme, pas une exclusion, mais c'est fascinant ce que tu as dit, parce que c'est comme si, je vais faire un lien, puis là, je t'interromps, mais vas-y, c'était parfait, là. C'est déjà au primaire, on s'attend un peu... C'est au primaire déjà qu'on réalise que notre conception du monde est erronée, dans le sens qu'on s'imagine que c'est partout pareil, on s'imagine que les relations familiales, c'est comme chez nous, puis on a de la difficulté à s'imaginer à quel point c'est différent pour tout le monde et à se mettre dans leurs souliers. Puis on voit que déjà au primaire, tu as eu ce premier clash-là, et on voit déjà même qu'au secondaire, tu sentais que il y avait quelque chose qui clochait, que c'était pas ta crowd, en quelque sorte. Ouais, puis c'est fucké, parce que moi,
mettons, le premier souvenir que j'ai eu d'un écart clair entre... Moi, je viens pas du même monde qu'eux, là. Mais qu'eux, je dis eux, mais que les autres enfants, dans le fond, qui étaient en secondaire 1, là, c'est avec le linge. C'est comme moi, mettons, j'avais pas du linge de marque. Puis, tu sais, j'ai souvenir à un moment donné, tu sais, c'était comme nous, il y avait un magasin à Alma qui s'appelait Spectral, là, puis c'est comme les gens en cool, ils s'habillaient là, mais c'était comme, tu sais, les chandails Volcom qui coûtent 80$, tu sais, puis c'est comme... Mais les enfants au secondaire où j'allais, tu sais, il y avait ces vêtements-là. Puis moi, à un moment donné, je suis comme, tu tiens avec des gens, fait que tu veux être comme eux, tu veux faire partie de la crowd, tu sais. Fait que là, moi, j'étais comme, rapidement, j'avais une grande sensibilité aussi, je pense, mais j'ai compris que c'est comme, OK, quand je demande ça à mes parents, ils me disent toujours non. Mais, tu sais, puis ils vivent un malaise. Tu sais, tellement, des fois, mon père, il disait, d'après moi, t'es pas né dans la bonne famille. T'aurais dû naître dans une famille riche, tu sais. Mais j'étais comme, puis là, c'est là que je comprenais un peu, genre, c'est comme, OK, nous, on n'est pas riches. On a une famille de moyens différents des autres enfants que je vois qui s'habillent dans ces... Eux, leurs parents leur disent pas non. Il y a comme un... Ouais. Ça a été comme une première, genre, de comme, oh my God, OK, là, je suis pas dans un groupe qui est comme là d'où je viens, tu sais. C'est comme, ça m'a comme déjà exposé à ça. Après secondaire 2, je fais secondaire 2 là. Secondaire 3, là, je change d'école. Puis là, je m'en vais au B, qui est l'école publique, au final, là. Puis, tu sais, à un moment donné, j'ai souvenir là, d'avoir vu les classements des écoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, tu sais, le B, c'était comme l'avant-dernière. Puis, le séminaire, c'était genre la première ou la deuxième. Tu sais, fait que j'ai comme passé de la meilleure école de ma région / potentiellement la meilleure. Quand je dis ça avec du monde, des fois, ils disent « Ouais, mais c'est pas les écoles du Québec. » Je suis comme « Non, mais moi, mon souvenir, c'est que dans le classement du journal local, c'était comme la première école de la région, c'était comme l'école où j'allais, secondaire 1-2. Puis la presque pire, c'était celle où je suis allé en secondaire 3. Puis tu sais, j'ai comme fait un deal avec mes parents. J'étais comme écœuré d'aller au séminaire. Aussi, c'était loin. C'était comme 40 minutes d'autobus par matin, soir. Puis j'arrive là. Puis je suis comme là, je réalise, man. Je suis comme, OK, là. Genre, si je reste dans cette école-là, c'est fini, là. Genre, c'est genre... Comment je dirais bien ça? Mettons, je suis passé d'être un étudiant qui avait des 90% genre au secondaire 1-2 à genre, j'avais encore des bonnes notes, mais c'est comme 70. Avec genre, j'ai constaté genre le bordel que ça pouvait être une école secondaire. C'est drôle ça. Tes notes ont baissé. Ouais, moi, j'aurais pensé qu'en allant au séminaire, c'était plus difficile de les atteindre, puis qu'en rentrant dans un secondaire... Moi aussi. Non, puis c'est là que tu vois que, mettons, au niveau de la... Tu sais, c'est drôle, on va parler de classe sociale, mais quand tu es dans un environnement comme le séminaire, parce que moi, je suis retourné là en secondaire 4-5. Parce que ma mère a dit tes notes ils ont trop baissé. Puis c'était comme le deal que j'avais fait. J'ai dit, je vais aller au public, mais si mes notes baissent trop, je vais retourner. T'sais. Puis j'ai voulu retourner de moi-même. Mais bref, ce que j'ai constaté là, dans ce bref changement d'école-là, c'est qu'au public, là, du moins dans l'école publique où j'allais, je n'avais pas de support. Les profs, ils avaient l'air de s'en calisser. Excusez, il va falloir biper ça. Mais les profs, ils avaient l'air vraiment de s'en foutre. S'en calisser. C'est ça. Mais ils s'en foutaient. Genre, il avait l'air à un moment donné d'être désengagé, désinvesti. Puis j'ai compris parce que, tu sais, mettons, avec du recul, je regarde la classe dans laquelle j'étais. Puis c'était un peu un fouillis. Là. Les étudiants, il y avait plein d'étudiants qui s'en foutaient bien raide. Tout le monde était comme désengagé, désinvesti. Puis la majorité des gens là, ils étaient comme moi, je vais pas aller à l'école après. C'est comme j'ai hâte de finir mon secondaire 3 pour aller souder. T'sais. Parce que dans l'école, il y avait une technique, il y avait différentes techniques. Là. C'est comme, tu pouvais, genre, il y a comme des passerelles qu'on appelle. C'est comme, tu sais, si les étudiants en difficulté, ils peuvent passer plus rapidement à un diplôme d'études professionnelles. Dans le fond, un diplôme professionnalisant qui les amène à travailler comme, mettons, comme soit charpentier-menuisier, soit genre soudeur. Il y avait, en tout cas, je me souviens, dans l'école, il y avait ça. Des gens en secondaire 3, là. Ouais. OK, puis, wow. Tu sais, les gens, mettons, moi, dans ma classe, ils pensaient plus à ça. C'était comme, moi, c'est ma dernière année d'école. Après, je vais travailler. Là, t'as 15 ans là, quand tu dis ça. Là, ouais. Puis tu t'attends d'avoir 16 pour arrêter. Là. Wow. Puis en tout cas, moi, après ça, j'ai eu du fun, par exemple. C'était comme... le fun était prioritaire dans cette école-là sur le travail. Ouais. Puis c'était le fun, là. Mettons, moi, j'étais comme... Si j'étais resté là, probablement, j'aurais... Parce que on se replonge à l'époque. Moi, l'école, je sais même pas que ça existe. Genre, je sais pas que le cégep, ça existe. Ouais. Genre, je suis là dans ma conception de c'est quoi les études. Mais c'est pas vrai. Je sais que le cégep, ça existe, mais je sais pas si ça me tente d'y aller. C'est plus ça. Puis l'université, c'est comme... Un rêve lointain. C'est genre... c'est juste les génies qui vont là, puis genre... ou ceux qui ont de l'argent, tu sais. Okay. Mais bref, c'est ça. Fait que là, je pars de même. Puis là, en secondaire 3, je commence à boxer. Puis je veux des frustrations dans ma vie. J'étais comme... Je me sentais un peu un misfit. J'allais là... Tu sais, imagine, là. Je vais dans l'école où il y a les riches, je me sens pas bien, je me sens pas à ma place.
Puis là, je vais dans l'école où il y a genre le monde un peu tout croche. Puis là, je me sens déjà transformé d'être allé dans une école où c'était calme, puis il y avait un environnement où je pouvais écouter. Puis là, je peux plus écouter, je peux plus apprendre. Puis je suis super curieux. Fait que là, je suis comme, je fit pas ici, qui ressemble plus à ce que je devrais fitter dedans parce que de ma famille, je viens d'une famille que ça devrait fitter là-dedans. Là, je suis dans l'école secondaire, ça fit pas. Fait que là, à un moment donné, je retourne à l'école, je commence à boxer. Puis là, à un moment donné, là, j'ai trouvé mon compte. Là. J'étais comme, hey, ça, c'est hot, la boxe. Ça, c'est hot. Là, j'étais comme, tu sais, au début, c'était juste, tu sais, j'étais en surpoids, là, j'étais un petit gros, genre, au secondaire. Puis là, je commence à boxer, puis là, on dirait, je sais pas, il y a comme une switch dans ma tête qui a fait comme, my God, ici, je peux, genre, être à fond, là. Tu sais, je peux, genre, me donner, me dépasser, me défoncer. Ça fait mal un peu, tu sais, puis je suis comme, ah, cool, je commence à aimer un peu comme si j'étais maso, là, je sais pas, là. Mais, tu sais, c'est comme, ça fait mal. Je sais pas si vous avez déjà fait un entraînement genre de type boxe. Ouais, absolument, mais comme, tout sport. Particulier. Ouais, ben c'est ça, tout sport, c'est ça qui vient avec une certaine composante de souffrance, mais comme, ce que je trouve particulier, c'est quand même que l'être humain va se mettre dans ces positions-là quand même. Ouais. Parce que rationnellement, c'est quelque chose qui est bon, tu sais, genre, je veux dire, c'est quelque chose... Mais pour toi, ça avait actually des bienfaits comme psychologiques. Ouais, puis en plus, je suis quelqu'un qui s'oppose beaucoup. Mes parents, ils voulaient pas que je boxe. C'est comme, non, tu n'iras pas boxer. Puis là, j'ai un oncle, tu sais, que je remercie, parce que lui, chaque fois qu'il y a quelque chose que je voulais faire, puis mes parents voulaient pas, il disait, je vais y aller avec. Shout-out à l'oncle, merci. Ouais, c'est ça. Mais ouais, pour vrai. Mais... cet oncle-là, dans le fond, chaque fois qu'il y avait de quoi, mes parents ils disaient non. C'était comme un non catégorique, tu feras pas ça. Mais cet oncle-là, j'y en parlais, puis t'es comme, je vais y aller avec toi. Ça va calmer ta mère, là, puis genre, tu vas pouvoir y aller faire de la boxe. Puis là, mine de rien, tu sais, là, je vais commencer à m'entraîner dans le club de boxe à Alma avec lui. Là, s'entraîne. Puis moi, je deviens un super passionné de ça, là. Genre, c'est comme je deviens, puis tu sais, moi, j'ai des fois dans la vie, j'ai des monopassions, puis on va pouvoir en reparler tantôt, mais quand je suis passionné de quelque chose, il n'y a rien d'autre dans ma vie. Là. C'est comme je me dédie à ça pendant, genre, je peux me dédier à... Ben, tu sais, mon doctorat, je me suis dédié à ça. Ça a pris. Incluant mon bac, ça a dû prendre 10 ans. Là. Ouais. 10 ans. Puis, mais c'est comme, je deviens genre laser focus, puis je vais tout mettre les efforts qu'il faut pour y arriver. Là. Bref, je commence la boxe. Puis là, il y a un coach à un moment donné qui dit « Hey, t'es bon. » Puis là, genre, ça a juste pris ça. On dirait que ça a comme venu m'encourager dans quelque chose. J'étais comme « OK, c'est comme, je suis bon. Je vais tout faire pour être le meilleur. » Puis là, j'étais comme, je vais être champion du monde. Mettons, ça faisait 2 mois que je faisais de la boxe, puis je me disais dans ma tête, je vais être le meilleur au monde. Je vais devenir champion du monde dans ça. Puis c'est quoi les éléments intéressants là, par rapport à la boxe? Genre, je dis, moi et Paul, on fait pas de boxe. Ouais. Mais tu sais, genre, mettons, on sait que c'est un sport de combat, puis que, tu sais, essentiellement, mais c'est quoi quand t'es devant, parce que je t'ai fait des plusieurs combats. Ouais. Plusieurs combats, c'est ça. Quand tu arrives sur le ring, comment est-ce que tu te sens? C'est quoi le mindset? Est-ce que tu es comme je vais en foutre une à l'autre? Est-ce que c'est quoi le truc? Puis aussi, je suis curieux de savoir la technique de pendant le combat. Est-ce que tu penses à comment est-ce que tu fais tes trucs? Genre, j'ai l'impression que c'est des choses qui sont pas calculées d'un œil qui est pas entraîné. Ouais, ça a l'air d'être du hasard. Ça a l'air d'être du hasard, mais c'est ça. Fait que j'aimerais ça savoir comme. Mais honnêtement, là, pour moi, la boxe, ça a été un exutoire, premièrement. Mais deuxièmement, ça a été genre quelque chose qui m'a permis de canaliser un peu le mélange des deux cultures, genre la culture académique puis la culture qui est plus rurale, si on veut. De genre se battre pour avoir ce que tu veux. Au final, c'est littéralement comme une image que pour moi est forte. C'est comme, moi, je constate que dans ma vie, j'ai eu à me battre pour aller à l'école. T'sais. Mais la boxe, d'un point de vue psychologique, si on veut, là, moi, ce que je trouve fou, là, c'est que c'est comme un jeu d'échecs. Okay. Dans le fond, c'est comme tu te prépares, tu t'entraînes pour avoir une condition physique qui est le fun. Qui est le fun au sens, tu cours pas trop après ton souffle, puis tu es en shape, entre guillemets, puis tu es prêt pour te battre. Puis là, quand tu arrives dans le ring, pour moi, en tout cas, mon expérience, c'est, contrairement à ce que tout le monde pense, parce que moi, je me suis souvent fait dire, hey, tu dois genre être enragé, puis là, genre, tu veux défoncer l'autre. Mais au contraire, pour moi, genre, les meilleurs combats que j'ai faits, dans ma carrière, j'ai fait plusieurs knockouts. Je pense que j'ai 14 ou 15 knockouts là, sur 25 combats, 30 combats. Puis c'est comme, mes meilleurs combats, là, c'est les combats où j'étais le plus calme et le plus en contrôle. Fait que là, t'es comme... J'adore l'analogie aux échecs parce qu'en effet, quand tu prépares un gros match d'échecs, tu vas t'entraîner le cerveau. Ce qui est important à savoir, c'est que tu joues aux échecs. Ouais, c'est ça. C'est ça. Moi, je joue beaucoup aux échecs, puis où j'ai beaucoup joué dans mon enfance. Puis j'adore ça parce qu'en effet, les champions du monde, eux, quand ils font face à un adversaire, ils analysent scrupuleusement l'adversaire, ils se préparent mentalement. Puis là, t'arrives au combat... Puis c'est un jeu stratégique et calme à être un move d'avance. Fait que parle-nous de ça au niveau de la boxe. Comment est-ce que l'évolution pendant le même combat, comment ça se... C'est fou parce que dans un combat, mettons,
Probablement que ceux qui boxent vont être d'accord avec ça, mais c'est que t'arrives, il y a comme le stade initial de tu te réchauffes avec ton entraîneur. Puis là, c'est comme, là, tu fais genre, il appelle ça de la mitaine. Là. C'est comme ton coach, il a comme des espèces de pads dans ses mains, puis tu frappes là-dedans avec des combinaisons qu'il te demande de faire. Puis après ça, t'es comme réchauffé, puis après, tu vas attendre devant le ring. Puis là, en boxe amateur, moi, j'ai pas boxé au niveau professionnel, même si je me suis beaucoup entraîné avec des athlètes professionnels. Puis là, t'as comme le moment où tu vas près du ring pour attendre d'entrer dans le ring que le combat avant toi finisse. Puis là, il y a comme une tension qui monte, le stress est là, puis c'est comme... On va me battre. Ouais. C'est quelque chose que peu de gens font dans la vie, se battre. Là. Effectivement. Puis là, t'arrives, t'avances vers le ring, t'embarques dans le... Tu passes entre les câbles, puis là, t'es comme là, c'est toi contre lui. Puis là, l'arbitre te fait venir au centre, tu fais comme, tu tapes le gant, il dit genre, tu frappes en bas de la ceinture, pas de coup en arrière de la tête. T'expliques les règles de base que tu connais déjà au final. Puis là, le combat commence. Puis pour moi, le combat, c'est toujours genre une espèce de tension qui monte, une espèce de fébrilité, puis t'es comme, OK, là, je pourrais me faire tuer. T'sais, c'est comme dans mon cerveau, c'est ce qui se passe. T'sais. C'est comme là, pas faux techniquement. Là. C'est ça, c'est pas faux. Des accidents. Il pourrait, ouais. Puis il y en a des athlètes que j'ai connus qui sont morts en boxe professionnelle. Là. Mais t'arrives, puis t'es comme là, tu te bats. Mais pour moi, c'est comme, après le premier coup de poing, c'est comme si tu entres dans un terrain connu. Un peu probablement comme aux échecs, quand la première pièce est déplacée. Tu prends ton beat un petit peu, tu te sens là, t'es dans le combat, puis tu penses à rien d'autre, la tension. Il y a juste ça qui existe. Puis c'est drôle, parce qu'il y a juste ça qui existe, t'entends plus la foule, puis moi, personnellement, j'entendais juste mon coach qui parlait. J'entendais sa voix à lui, spécifiquement, comme si mon cerveau, il filtrait tout. Puis ultimement, là, tu te bats. Puis pour moi, le premier round, ça a toujours été un round un peu... puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui c'est ça dans la boxe, mais une espèce de round d'analyse. C'est comme je te connais pas, tu me connais pas, puis là, on apprend à danser ensemble au final. Quelle ouverture vous faites aux échecs? Puis, c'est quoi ton style? C'est là où j'ai beaucoup utilisé, je pense, mon intelligence, si on veut. C'est que j'avais une grande capacité d'analyse, rapide. Au sens où je voyais, puis j'avais compris que moi, j'ai des combinaisons préférées. C'est comme un peu dans mon enfance, je pensais que tout le monde était pareil. Ben moi, à un moment donné, j'étais comme... quand je boxais, c'était... Moi, j'ai des combinaisons de coups de poing préférées. T'sais. Mettons, je donne genre jab, direct, un crochet, ben ça rentre bien, ça devient des réflexes, c'est des patrons moteurs que j'aime, puis je le fais. Mais les autres aussi, dans le fond. À un moment donné, j'étais comme, dans le premier round, si le gars avait le malheur de me faire 2 ou 3 fois la même combinaison d'affilée, j'étais comme, OK, la prochaine fois qu'il va lancer ce coup de poing-là, j'envoie tel coup de poing, ça va mettre un petit peu à risque, mais c'est sûr, je le pogne. Parce que je sais qu'après, il va faire tel coup de poing. Mais c'est comme si t'anticipes, t'apprends, genre, tu fais comment, OK, il faut que t'apprennes vite, qu'est-ce qu'il fait. Puis psychologiquement, c'est drôle parce que pour moi, la boxe, ça a été le début de comprendre comment l'autre fonctionne. C'est comme, il y a des réflexes. Il fait tout le temps la même affaire. Fait que si je veux le déjouer ou influencer la fin du combat, d'une certaine manière, ou gagner, moi j'aimais ça gagner. Tout le monde aime ça gagner. C'est ça. Moi j'aimais vraiment ça gagner. C'est quand il écoute capoter de gagner devant 5000 personnes, puis t'es comme, wouhou! Quand même, hein? C'est genre, puis il y a juste ça qui existait pendant un moment pour tout le monde. C'est comme c'était toi qui étais au centre de l'attention, du moins ce spectacle-là. T'sais. Mais bref, tout ça pour dire que pour moi, c'était ça, la boxe. C'était pas genre une espèce de sport barbare. C'était plus... Ben moi, je suis là, genre, faut que je sois en contrôle de mes moyens, faut que j'ai préparé mes affaires. Puis des fois, quand tu as l'opportunité en boxe amateur, tu as pu regarder le gars se battre un peu avant. En termes de proportion, là, c'est quoi mettons, l'effort mental que tu mets à analyser l'autre versus à toi, ce que tu fais? C'est une bonne question. Parce que la façon que t'en parles, on dirait que tu parles vraiment... Genre, on dirait que t'analyses terriblement beaucoup l'autre, mais on dirait que toi, t'es juste là. Au début, ça doit varier du stade. Mais je dirais, genre, mettons, plus le combat évolue, on dirait que pour moi, ça n'a jamais été une composante physique. Parce que si t'arrives prêt, c'est comme si un peu, genre, tu fais confiance que ton corps va livrer la marchandise. En tout cas, du moins, pour moi, c'était ça. C'est comme, je fais confiance que mon corps, il est prêt, puis que quand je vais arriver devant l'autre, ben mon corps, il va pas me lâcher. Puis s'il me lâche, je vais manger une estifie de vol. Okay. Genre parce que je serai plus capable de me défendre ni d'attaquer, tu sais, parce que je vais être trop explosé. Fait que j'ai confiance en ça, mais c'est comme ça, à un moment donné, tu viens que tu te connais aussi. Tu sais quand t'es trop essoufflé, puis là, faut que tu te sauves un peu. Puis là, tu joues offensif, défensif. Puis c'est comme vraiment c'est comme un jeu, tu sais, mais même si tu joues pas parce que les risques sont beaucoup trop élevés pour que ça soit juste un jeu, là. Mais il y a il y a ça qui est là. C'est comme tu dois faire un avec ton corps au final, puis tu dois être là, présent à 100%. C'est quasiment comme de la méditation, quelque part.
Y a-tu des fois que tu t'es fait vraiment donner une bonne raclée puis que que t'as perdu tes moyens ou peu importe dans un combat puis que ça l'a pas bien été? Ouais, mon premier combat. Ok, le premier, ok. Parle-nous du premier combat. Ouais. Mon premier combat, c'était... ça a été dramatique, là, dans le sens où moi, je me suis fait casser le nez, puis c'était comme... Ok. Je me suis battu contre un gars qui s'appelle... C'est Richard Bergeron. Richard McDonald Bergeron. Je me rappelle de ce gars-là. Là, comme On l'oublie jamais. Je l'oublierai jamais, ce gars-là. Mais en même temps, c'est le gars qui m'a donné la... Parce qu'à l'époque, je m'entraînais au club de boxe d'Alma, puis après, j'ai migré vers le club de boxe de Chicoutimi, quand j'ai commencé à aller au cégep, puis on pourra poursuivre l'histoire après, mais je vais toujours me rappeler de ça, tu sais, puis c'est comme... C'est la première fois que j'ai fait un combat de boxe de ma vie, puis je vais toujours me rappeler d'un moment précis dans le combat. Après le premier round, le gars... Tu sais, Richard McDonald, je pense qu'il est devenu champion canadien pas longtemps après ça. C'est une brute. Okay. Là. Il avait genre 18 ans ou 19 ans à l'époque. Moi, j'avais 15 ans. C'est pas moi qui j'aurais jamais dû me battre contre ce gars-là. Si j'avais eu un entraîneur qui était décent, là, je me serais jamais battu contre ce gars-là. C'était dangereux, genre. C'est comme de la part de l'entraîneur que j'avais à l'époque, là, ce coach-là, vraiment, c'est un gars que... Tu sais, j'entretiens pas de haine envers lui, mais quand j'en parle, des fois, les gens ils pensent qu'il y a de la haine, là, mais je l'haïs à quelque part. Mais je l'haïs pour pas avoir fait attention. Parce qu'après, j'ai connu d'autres entraîneurs, puis tu vois que la priorité, c'était l'athlète et non le coach. T'sais. Mais bref, premier combat, j'y pense encore, puis je suis comme, my God, genre, j'ai mangé une satanée volée. Là. C'était comme des coups par-dessus coups, puis le gars, il frappait fort. Là. C'est comme ça, la première fois que je me faisais frapper aussi fort. Puis c'était un adulte. Là. C'est comme un adulte qui sac une volée à un ado. En plus, ton premier combat, fait que là, c'est le moment de te prouver. Puis là, tu manges des coups plus forts que jamais. Puis contre un gars que t'arrives pas à percer. Mais tu sais, puis le pire, c'est que je me défendais quand même bien. Mais à un moment donné, je vais toujours me souvenir, je me suis assis dans le coin après le premier round, puis ça avait pas bien été. Là. C'est comme surprise, c'est ça la boxe. Là. Puis je vais toujours me souvenir, le coach à l'époque, ce gars-là, il me dit, moi, j'ai jamais lancé la serviette, puis je la lancerai jamais. Puis là, j'étais comme... Ah ouais. OK, fait que... Tu meurs au combat. Là. Ouais, c'est littéralement ça. Lui, il va me laisser me faire tuer, là. Puis là, j'étais comme, OK, je suis comme... I'm on my own, là. Je suis comme... faut que je fasse ce qu'il faut que je fasse pour survivre de ça. Puis là, j'ai comme augmenté un peu l'intensité, le niveau, mais ça a été dur. Puis j'ai comme... Ça m'a fait découvrir aussi, j'étais fort, tu sais, même pour quelqu'un qui s'était jamais battu. Le gars, il avait déjà des combats. Puis moi, après ce combat-là, je me souviens, ma mère, elle pleurait, puis c'était comme dramatique. Puis j'arrive dans le vestiaire à la fin, puis il y a le coach du gars qui vient me voir. Puis moi, je suis comme, bon, mais tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis le gars, il me dit, man, c'est le premier combat de Richard qui va à la fin. Ah, ouais. Pas knockout, genre. Ouais. Puis là, le gars, il s'appelle, c'est Benoît, je me souviens plus de son nom de famille. Mais il me dit, faut pas que t'arrêtes. Parce que moi, dans ma tête, ce qui se passait, c'était le premier et le dernier. C'est ça que je me disais dans ma tête. J'étais comme, comment, pourquoi tu as continué à vrai, genre? Faire face à une réalité je me dure, là, genre, mais j'étais comme, je suis pas fait pour ça, là. Puis là, lui, il me dit ça, il vient. Puis là, c'est comme, je m'en allais, je paquais mes affaires, puis j'étais genre un peu débiné, là. J'étais comme, qu'est-ce que, tu sais. Puis, tu sais, j'ai encore des problèmes à respirer à cause de ce combat-là. Là. OK! À ce jour. J'attends une opération, là, dans les prochains mois, années, là, à cause du système de santé. Mais pour vrai, il m'a cassé le nez, puis mon cartilage, il s'est ratatiné. Fait à cette heure, j'ai un nez de boxeur à cause de lui. Genre, puis on n'oubliera jamais. Mais tu sais, mettons, quand je dors la nuit, j'ai des problèmes à respirer par le nez à cause de ce gars-là. Okay. Mais comme, c'était comme un souvenir aigre-doux, tu sais, parce que là, le gars, il m'a cassé le nez. Puis, tu sais, j'ai eu mal là, ça m'est rarement arrivé là, pendant quasiment un mois, j'ai eu mal à la face. Tu sais, c'est comme, il m'a fait mal. T'es bien, ouais. Ouais. Puis, c'est ça, fait que Benoît, il vient me voir dans le vestiaire. Puis c'était comme habituellement, t'as comme, mettons, les athlètes dans le coin bleu, ben, leur vestiaire est pas mal tout à la même place. Puis dans le coin rouge, on se voit pas nécessairement dans la préparation, dans le réchauffement, du moins. Puis, il vient me voir, puis il me dit ça, il me dit... D'un, c'est la première fois qu'on va à terme dans un combat, t'sais. Parce qu'il y avait genre 5-6 knockouts au premier round. C'était ça sa fiche. Là. Ouf. Puis c'est comme moi, j'aurais été censé me tuer. Puis je pense que si j'avais eu un coach qui était décent, il aurait lancé la serviette. En tout cas, moi, si ça avait été moi le coach de moi qui boxait, j'aurais fait comme fuck off. Je ne mettrais pas mon athlète en danger si je veux qu'il ait une carrière ou qu'il fasse de quoi dans ce sport-là. Mais lui, non. C'était comme c'était son ego, cet entraîneur-là, qui primait. Mais bref, il me dit ça. Puis après, je suis comme, ah ouais.
Là, on dirait que c'est la première fois de ma vie que j'ai réalisé que j'ai fait de quoi de big. Enfin, genre, c'est tellement une belle histoire parce que c'est comme une dure réalité. Premier combat, tu te fais mettre à terre, puis genre, t'as l'impression que le niveau est tellement plus haut que ce que tu peux offrir, puis t'es contre un adversaire qui je veux pas dire Dieu, mais dans le sens qui est mais à mes yeux, c'était le bon Dieu, ce gars-là. J'étais genre impossible que je le batte, ainsi de suite. T'as un coach qui est pas de ton bord, puis là, à la fin, une lueur d'espoir, on vient enfin te donner quelque chose, tu sais. Arrête pas, t'as quelque chose. Ouais, mais il y a de quoi dans toi qui va être bon, là. Il y a du potentiel là-dedans, là. Il faut raffiner ça, mais c'est fou parce que moi, c'était comme à l'époque, quand j'ai commencé à boxe, mes parents, moi, c'était comme non, tu vas arrêter de boxer. C'était comme, ça a été dur là, pour moi de boxer. Fait que c'est comme, il fallait que je me batte pour aller me battre. Mais là, je me battais avec ma famille, je me battais, genre, mais tu sais, pas littéralement me battre, mais c'était tout le boxer tes parents pour aller boxer. Mais dans une constante opposition. Tension. Puis ça, cette tension-là, cette opposition-là, elle existait tout à travers ma vie, genre avec ma famille. Quand, à un moment donné, j'ai décidé, j'étais comme, moi, j'irai pas dans la voie. Tu sais, je veux continuer d'aller à l'école, tu sais, puis voulez-vous m'aider là-dedans? Tu sais, oui, on va t'aider, mais c'est long. Ça coûte cher. Tu sais, ça a comme été ça pour l'école, mais quand la boxe, c'était pire. Là. C'est comme si ça a amené à des grosses tensions entre moi et mon père, là, de genre... Tu sais, lui, c'est comme... Je pense qu'à quelque part, c'était sa façon de dire « j'ai peur pour toi, mon fils », là. Ouais. Mais que ça s'exprimait plus dans genre, bon... Puis à chaque début de combat, chaque combat que j'allais faire, mon père me disait une phrase, puis ça me mettait tellement... Ça me fâchait tellement. Il disait « Bon, c'est à soir que tu vas te faire casser la gueule, puis que ça va s'arrêter. Tu sais, mettons, de son point de vue, c'était genre comme une joke. Comme... mais on voit un manque de foi flagrant. Genre, c'est pas ça que tu veux entendre de ton père au début d'un combat. Mais tu sais, dans ma tête à moi, ça me faisait de la peine parce que j'étais genre... Pourquoi tu m'encourages pas? Parce que, tu sais, encore là, je repense aux autres enfants qui étaient au séminaire, tu sais, puis que leurs parents les encourageaient, puis que sky is the limit. Puis là, j'étais comme, moi, les gens dans l'environnement de la boxe, il y a des gens qui ont arbitré aux Olympiques qui disaient, tu vas aller aux Olympiques. Tu sais, mettons, mon coach, on y croyait, là. Tu sais, mettons, pas loin de 2016, Rio, c'était dans ma tête, du moins. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui pouvaient croire que Francis, s'il met les efforts puis qu'il continue comme ça, il va aller aux Olympiques. Tu sais, c'était une croyance qui commençait à te permettre de le croire aussi. J'y croyais, tu sais, puis j'étais comme, wow, j'y crois, là. Puis tout ça, ça partit à cause de ce monsieur-là, Benoît, qui a fait genre, arrête pas. J'adore tellement ça parce que on voit qu'il y a comme... T'arrives, t'es allé à un primaire où est-ce que tu remarquais des trucs, t'es allé au secondaire où est-ce que tu sentais pas que tu fitais au séminaire, t'arrives aux différents secondaires, tu sens que tu fites pas aussi parce que tu veux retourner au séminaire, tu veux pas être dans un secondaire où est-ce qu'on s'arrête en secondaire 3. Puis là, tu trouves la boxe, enfin une place où est-ce que tu sens que t'es à ta place, you belong. Ouais. Puis tu veux y croire, ainsi de suite, mais là, on voit que t'as quand même eu des obstacles dans le sens que tes parents, ton père qui dit ça au début de chaque combat, mais t'as justement Benoît qui a comme t'a permis de croire en toi un petit peu. C'est fou, hein, parce que c'est comme tu dis ça, puis ça, pour moi ce que ça fait, c'est il y a toujours eu une dissonance dans ma progression. C'était comme faut que je m'oppose à ma famille, puis faut que j'essaie de croire des gens que je connais pas. C'est comme c'est dur de croire en soi. Mais c'est fou quand même. Là, tu te dis genre c'est comme c'est moi qui décide. Je vais aller où? T'sais, le chemin facile, c'est souvent de se ramener à... Ben, moi, ma famille, ils aimeraient ça que je fasse ça. Puis j'imagine, mettons, vous autres, je sais pas si dans vos familles, si l'université, c'était très, très, très valorisé, mais moi, je connais des gens que leurs parents, ils vont dire quelque chose comme « c'est sûr que tu vas à l'université. Viens pas me dire que tu vas travailler sa construction, toi, là. » C'est comme... Moi, je sais pas pour toi, Charles, mais moi, je peux dire qu'en effet, l'université, c'était pas mal un... Je suis chanceux, l'université, c'était donné qu'on allait y aller pas mal. C'est ça. C'est ça, oui. Moi aussi également, genre, j'avais toujours eu l'opportunité. Par contre, j'ai jamais senti que j'étais obligé ou contraint d'y aller. C'était pas une pression, mais c'est comme... C'était pas mal... Mais on a eu la chance de vivre dans des familles, justement, que c'était comme... Tu peux te le permettre. On peut te le permettre, dans le fond. La voie probable, c'est ça. Tu sortiras pas avec, genre, par-dessus la tête de dette. Exactement. Non, mais c'est vrai, c'est ça l'affaire. Fait que t'as boxé jusqu'à quand dans ta carrière, dans ta vie? Ben, moi, j'ai boxé, là... J'ai commencé, j'avais genre 14-15 ans, secondaire 3. Puis j'ai arrêté, j'ai fait mon dernier combat, j'étais à l'université.
OK, fait que- J'étais au bac. Puis moi, je veux savoir, là, tu nous avais parlé un peu de comment ça se passait au cégep, ta technique Ouais. pour donner du Ouais. temps en boxe. J'aimerais que tu racontes parce que moi, j'ai trouvé ça vraiment Ouais. cool. Parce que c'est ça. Puis là, après ça, dans le fond, il y a eu secondaire 4, secondaire 5, là, je boxais. Puis là, à ce moment-là, je m'entraînais. À partir du moment où j'ai eu mon permis de conduire, j'ai commencé à m'entraîner à Chicoutimi, qui est comme une ville à 30-40 minutes d'Alma. Puis j'y allais à Chicoutimi 4 à 5 jours par semaine. Fait que j'allais à l'école. Tu sais, une des raisons d'aller au séminaire, c'est qu'on finissait à 3 heures au lieu de 3h30, 4 heures. Ce qui me permettait d'arriver chez nous. J'attendais que mon père finisse de travailler à 4 heures. Il arrivait à 4 heures, genre, et 5. Puis à 4h05, j'embarquais dans l'auto puis je m'en allais à Chicoutimi. Fait que je faisais genre l'aller-retour, je revenais chez nous, il était 10h, 10h30 soir. Puis c'est comme ça a été mon secondaire 4, mon secondaire 5, c'est comme toujours à Chicoutimi à boxer le soir de semaine. Genre, je m'entraînais à Chicoutimi, puis c'était comme le coach là-bas était sérieux. Il s'appelle Michel Desgagnés, puis c'est un saint, ce gars-là. Là. Il a changé ma vie, là, honnêtement, cette personne-là. Puis j'y ai déjà dit, là, je l'ai vu dernièrement, puis j'ai dit, sans ce gars-là, je serais jamais à l'université. OK. Sans ce gars-là, j'aurais jamais eu la capacité de persévérer que j'ai en ce moment dans les différents projets que j'entreprends. Là. Mais en tout cas, je j'entraîne avec Michel, puis à un moment donné, arrive secondaire 5, puis là, c'est comme, qu'est-ce que tu vas faire après? Puis tu sais, là, vu que je boxais beaucoup, de mon point de vue, c'était de plus en plus tendu chez nous avec mon père. Là. C'est comme, ça prenait beaucoup de place dans ma vie, la boxe. Tu sais, j'avais une diète extrêmement stricte, je mangeais plus les mêmes affaires que personne. Je mangeais, genre, tu sais, je me levais tôt. J'avais une discipline de vie un peu comme un moine. Là. C'était genre, Ouais. tout était seté à l'heure, puis je marchais sur une corde raide. Tu sais, dans ma tête, là, j'étais comme, si je fais tout ce que si je fais toutes les choses qu'on m'a dit de faire, que tu sais, j'avais un préparateur physique, j'avais mon coach de boxe, j'avais genre, tu sais, des gens autour de moi. Je commençais à m'entraîner en secondaire 5 déjà avec des gars qui boxaient pro ou qui ont fait du MMA pro. Là. Mm. Tu sais, c'est comme c'était des hommes, là, tu sais, du monde de 30 ans qui savent Ouais. ce qu'ils font, puis qui ont une carrière en arrière d'eux, puis qui ont de l'avenir dans ces sports-là. Bref, puis là, arrive le choix, genre, je vais se faire quoi après? Puis mes parents, moi, ma mère m'avait dit ça à un moment donné quand j'étais plus jeune, elle m'avait dit, si vous voulez aller à l'école, on va tout faire pour essayer de vous aider à y aller. Même si on était dans un milieu ouvrier, puis c'est ça, dans mes remerciements de ma thèse, j'ai écrit ça à ma mère, j'ai écrit quoi de drôle, j'ai écrit quelque chose de l'ordre de... J'imagine que quand tu m'as promis ça, tu pensais pas que j'allais aller à l'école pendant 20 ans. Tu sais. Bon, ça. Parce qu'en regardant autour, tu sais, c'est comme peut-être il va aller au cégep puis faire une technique. Tu sais, moi, mon père, il a une technique en architecture. Ah non, doctorat de 10 ans en psychologie à C'est l'université. ça. C'est ça. C'est pas le même trip académique. Là. Mais en tout cas, ma mère, elle a tenu cette promesse-là. Mais bref, quand est venu le temps d'aller au cégep, j'ai décidé, tu sais, j'ai fait mes sciences humaines, mais j'ai décidé d'aller les faire à Chicoutimi. Puis ça se donnait à Alma aussi, mais je voulais me rapprocher, je voulais déménager pour aller boxer. Puis dans le fond, moi, la première année, j'ai été hébergé chez une de mes tantes à Chicoutimi. Puis après ça, la deuxième année, ben, j'ai resté en appartement tout seul, là, dans un endroit vraiment, là, c'était vraiment sketch. Là. Tu sais, c'était un minuscule appartement. J'avais un coloc que lui, il faisait du bodybuilding. Lui, il voulait être pro en bodybuilding. J'étais comme, il y avait un boxeur puis un bodybuilder qui était toujours sa diète. C'est comme, Ça dans notre doit être frigidaire, il y avait genre du poulet, du brocoli puis du riz. Là. C'était les seules affaires qu'il y avait dans le frigidaire. Une espèce de petite cafetière. C'était vraiment là, miteux comme appartement. Tellement, j'aime ça raconter ça pour illustrer à quel point c'est miteux, mais à un moment donné, un matin, on se lève dans une petite ruelle où je restais, les voisins sont tous un peu apeurés, il y a la police, puis c'est comme mon voisin, il s'est fait... Il y a quelqu'un qui est rentré par effraction chez eux pour voler sa TV. Puis il s'est fait poignarder avec un tournevis. Tabarnak! Pardon, mais oui, quand même. Non, quand même, là. Non, puis c'est comme, tu sais, pour Un illustrer... tournevis! Puis c'est La comme- seule chose qui a été un peu plus absurde, c'est genre un couteau à beurre. Ben, c'est ça. Mais c'est comme probablement, tu sais, moi j'aime me faire le scénario que le gars, il est rentré, il y avait un tournevis pour voler la TV et où il y avait le tournevis pour ouvrir la vitre. Ouais. Tu sais, c'est ce que je peux m'imaginer. Ouais, il y avait un tournevis pour tout, là. Puis là, il est C'est rentré, c'était multi-part. son multitool, là. C'était genre son couteau suisse, c'était un tournevis plate. Puis là, il est Ouais. rentré. Puis là, par surprise, le gars était là cette journée-là. Il était pas censé être là de ce qu'on a appris par la suite. Mais bref, Ah, tu sais, shit. dans ce genre de quartier-là, mais c'était tout près du club de boxe. Mm. Puis là, moi, j'allais au club de boxe, je boxais chaque jour. Je m'entraînais 2 à 3 fois par jour, dépendamment des journées dans la semaine. Puis j'allais au cégep. Mais tu sais, le cégep, de comment, j'espère que vous l'avez compris, c'est pas primordial pour moi. Là. C'est comme, moi, je inscrit au cégep, puis le cégep, c'est la raison pour laquelle je peux déménager de chez mes parents, puis que ma mère continue de m'aider. C'est un C'était prétexte. comme un prétexte puis un moyen pour continuer de m'entraîner puis de boxer. Parce que moi, à ce moment-là,
Je me souviens, dans ma chambre d'enfant, il y avait la ceinture de la WBC, là, c'est la ceinture verte, là, la ceinture qui symbolise un peu genre... C'est ça que tu veux avoir quand tu es un boxeur. Si tu es champion du monde, c'est cette ceinture-là que tu veux. Il y en a d'autres, des ceintures de championnat du monde, parce qu'il y a comme 4 fédérations, mais si tu veux celle-là. Bref, je m'en vais au cégep. Je commence sciences humaines. Mais initialement, j'ai commencé en économie-gestion. Puis là, à un moment donné, je fais économie-gestion. C'est comme une passerelle vers administration. Puis je voulais aller en admin parce que je me disais, je vais gérer des affaires. Je sais pas. Bref, je savais pas ce que je faisais là au cégep. J'allais au cégep parce que ça me permettait de boxer. Fait que là, je m'entraînais, je séchais des cours. Mais ce que j'avais en tête, puis que j'ai compris rapidement après la première session au cégep, c'est que tu n'es pas obligé de rester jusqu'à la fin si tu as 60. Fait que, si tu passes le cours, dans le fond, si tu as accumulé, j'ai compris ça parce qu'au secondaire, il faut que tu ailles jusqu'à la fin de l'année pour passer l'année. Ouais, il a besoin d'être présent. C'est ça, il faut que tu sois présent. Mais au cégep, ce que j'ai compris, c'est qu'on te fait confiance. Puis c'est comme, on te fait confiance. Puis pourquoi on te fait confiance? Parce que tu es un adulte. On te traite comme un adulte. Puis moi, ce que j'ai compris aussi par la bande, c'est que personne ne va me chialer si j'ai des mauvaises notes ici. Mais, ce que je comprends aussi, c'est, hey, jusqu'à la mi-session, tu es capable de ramasser 60%. Ça prend 60% pour passer. Fait que moi, je vais ramasser 60% avant la mi-session. Puis je vais aller à l'école jusqu'à mi-session. Puis après, je vais me préparer pour les gros championnats. Fait que souvent, à mi-session, j'avais ramassé 60 dans 3, 4 cours. Puis après la mi-session, j'allais à 1. Fait que ça me permettait aussi de travailler. Tu n'avais pas à ton examen final, là, ça foutait, là. Ben, sauf une fois, je me suis fait avoir parce qu'en anglais, j'ai appris ça. Puis ceux qui voudront suivre ce chemin-là, je vous le recommande pas parce que c'est pas le best pour rentrer à l'université après. Là. Mais ultimement, j'ai appris plein d'autres affaires dans cette période-là, comme gérer mon temps et tout ça, mais c'est en anglais, à un moment donné, il fallait avoir 60% dans les 3 examens finaux pour passer la session, même si tu avais 60 total. Fait que j'ai repris un cours d'anglais à cause de ça. Ouais. Sinon, ta technique marchait. Mais sinon, ça marchait. Ouais, j'aurais pas pu aller à la médecine avec ça. Là, mais dans le si on se ramène à l'ère du temps, puis il y a sûrement des gens qui vont dire, ben voyons, c'est un débile, puis ils vont me discréditer pour ça. Mais à l'époque, on se ramène dans, mettons, d'où j'arrive. Ouais. Pour moi, c'est déjà un exploit d'être allé au cégep. C'était pas genre, j'avais pas besoin d'être le meilleur au cégep, dans le sens où je suis allé au cégep. C'est ça. Pour moi, j'avais pas de ranking, il n'y avait pas de position. Je savais pas à quoi ça servait une cotère. Okay. Fait que je me disais, j'ai passé tous mes cours. Dans cette perspective-là. Je continue à m'entraîner. Puis en plus, la vie va bien. Je peux être meilleur dans mon sport sur lequel je mise en ce moment. Fait que c'est un choix quand même que j'ai fait à cette époque-là de dire, moi, ce que je veux, mon objectif dans la vie, c'est d'être champion du monde en boxe. Puis ultimement, si je veux atteindre cet objectif-là, à l'époque, c'était ça mon but dans la vie. Mais si je veux atteindre ça, il faut que je fasse des choix puis je prends des décisions. Ouais. Puis ultimement, l'école, à ce moment-là, c'était un moyen pour moi d'aller là-bas. Puis je travaillais la nuit, je travaillais dans les bars. À partir du moment où j'ai eu 18 ans, puis jusqu'à genre 24 ans, j'ai travaillé dans les bars longtemps, puis j'ai travaillé genre dans une tabagie les matins de 5h à 11h. Je m'entraînais, j'allais à l'école, c'était chargé. Là. C'était un heure, ouais. J'étais pas genre dans des conditions non plus pour avoir des 100%, puis comme mes parents, ils payaient pas tout. Ma mère, elle m'aidait beaucoup avec mon loyer, mais comme il fallait que je gagne de l'argent pour être capable de vivre. Là. C'est comme un peu ça le deal qu'on avait. Là. Ma mère, elle payait la moitié du loyer parce que mon coloc payait l'autre, du moins à l'époque, puis moi, je m'organisais pour la bouffe puis le reste. Ouais. OK, t'as le box, puis tous ces trucs-là. C'est ça. Genre, ouais, exact. Les études, puis tout. Fait que là, c'était tough, là. C'était comme... Ouais. Fait que finalement, t'as réussi à passer le cégep. J'ai fini le cégep de même. T'as fini le cégep de même, puis après ça, t'es allé direct. J'avais genre 19 de cotère. OK. Puis là, avec ça, ben peut-être 21, 19 ou 21, là, je me souviens pas. Parce qu'il y a un bout, j'avais 19, puis je pense que ma dernière session, parce que je me suis blessé à l'épaule, fait que je me suis déchiré la côte du rotateur. Ben là, c'est ça. Ouais. Avant qu'on passe à la transition universitaire, moi, je veux savoir, l'impensable arriva au niveau de la boxe. Parle-nous de ça en premier. Ouais, ça a été catastrophique. Je me souviens encore, là, comme si c'était hier, de ce moment-là précis où je me suis déchiré l'épaule. On était dans j'ai un ami, dans le fond, Francis Ntetou, qui s'appelle. C'est un boxeur professionnel. Puis sa carrière était comme florissante, là, à ce moment-là. Il est un athlète professionnel, il a une fiche parfaite. Je pense qu'il était 6-0 à ce moment-là. Puis il me demande, dans le fond, avec d'autres gars, dans le fond, on était ses partenaires d'entraînement pour son camp d'entraînement. Fait qu'on s'entraîne avec, puis là, on se bat, puis à un moment donné, dans un round,
je donne un coup de poing, puis on se pogne point à point. Tu sais, moi, c'était un de mes meilleurs coups de poing. C'était un crochet de la gauche, super, je vais dire furtif, mais puissant, puis je pognais tout le temps le monde avec ça. Puis à un moment donné, il a donné un coup de poing sur mon poing. Puis dans le fond, j'ai comme été en hyperextension, puis je me suis déchiré l'épaule. Puis le feeling que ça a fait, là, c'est le feu a pris dans moi. Là. C'est comme, il y a une brûlure, une sensation de brûlure qui est partie de mon épaule jusqu'au bout de mes doigts. Genre, jusqu'au top de ma nuque, dans mon autre bras, puis jusqu'au bout de mes orteils. C'est comme si j'ai pris en feu. Puis là, sur le coup, tu sais, vu que... Tu es dans le feu de l'action, puis ça arrive d'avoir des douleurs, là, tu sais, Moi, je continue à me battre, mais là, je réalise mon bras, je suis plus capable de le lever. Fait que là, je simule un peu que je boxe. Je boxais la main basse avant. Fait que je laisse ma main basse avant, mais je l'utilise plus. Puis je me bats jusqu'à la fin du round, puis à la fin du round, je me rappelle encore mon coach qui me dit « T'es-tu correct? » Puis je suis comme... je débarque, c'est quelque chose qui marche. Je suis plus capable de lever mon bras. Puis bref, tu sais, je débarque du ring, puis ça finit de même. Puis après ça, je suis sur le carreau, entre guillemets, je suis blessé, puis je peux plus m'entraîner. Je suis au repos. Puis là, je m'en vais chez nous. Tu savais pas que c'était aussi grave que ça encore? Non. Puis là, à un moment donné, je vais chez le chiro, je vais chez le physio, je vois plein de monde, plein de spécialistes, je vais à l'hôpital, puis ils me disent « Ah, t'as la coiffe du rotateur déchirée. » Puis là, je suis comme, OK, ça implique quoi? Ça sonne grave. C'est quoi ce problème-là? Réparez-le. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis laser focus de genre, c'est juste ça dans ma vie qui existe. Là. Mais c'est aussi mon seul panier que j'ai mis des efforts dedans. Là. Tous les œufs dans le même panier. J'ai littéralement tous mes œufs dans le même panier. Puis c'est comme si tu me dis, ah, ton panier, on vient de le jeter à terre. On vient de le déchirer. Il est pété, là. Il est pété ton panier, puis t'en as plus de panier. Là. Qu'est-ce que tu fais, là? T'as une cotère de marde, genre, tu vas pas faire une carrière dans rien parce que t'as rien. Moi, c'était ça dans ma tête qui se passait à ce moment-là. Je suis comme... Là, ça... honnêtement, j'ai fait une dépression. Là, je suis tombé là, vraiment ça, tu tombes, bas. Parce la période la plus sombre de ta vie. C'est ça, quand même. Là, ouais, parce que, ultimement, t'as plus rien. Là. En tout cas, du moins, de mon point de vue à moi, à ce moment-là, mon univers s'est effondré. Là, parce que là, c'est comme si ça venait confirmer toutes les affaires que le monde qui croyait pas à mon projet m'avait dit. Ça leur avait donné raison, dans le fond. Mais c'est comme si mon père, moi, me disait des affaires des fois, je me souviens de ça, mais il me disait que genre j'étais comme un cheval de course. Tant que je vais gagner, les gens ils vont miser sur moi, mais que le jour où je serai plus capable de gagner, ben, ils vont passer à un prochain cheval de course. Puis ça, cette phrase-là est revenue à ce moment-là. J'étais comme... Dans le fond, c'est plate, parce que ce que ça me disait, en gros, c'est qu'il y avait raison. C'est comme... Ça leur donnait raison dans le sens. Ouais, c'est comme ça lui donnait raison, parce que j'étais comme, bon, mais j'ai pas été capable de faire ça, puis moi, je me suis battu pour ça, puis c'est comme si j'avais l'air cave, parce que j'aurais dû écouter au début, puis me conformer. T'sais. Alors qu'en réalité, tu croyais en un rêve, t'as tout donné pour ce rêve-là, puis c'est une histoire inspirante, mais là, tu sombres dans... Ah, la dépression totale, là. T'as plus de direction. Qu'est-ce que tu fais? J'ai souvenir de genre dormir énormément, puis genre de juste... tout le temps pleurer. T'as plus rien envie de faire. J'étais sur mon divan hein? chez nous, j'écoutais genre super écran à l'époque, là, puis j'étais comme... Je fais ma vie, genre, c'était comme... J'allais à l'école, puis là, un moment donné, je parle avec mon coach. Je sais même plus pourquoi tu vas à l'école, là. Y a plus, non, y a plus rien, mais tu sais, la raison d'aller à l'école, c'était de boxer, dans le fond. C'est ça, puis là, tu peux plus boxer. Puis je peux plus boxer. Fait que là, les jours passent, puis à un moment donné, les semaines passent, puis à un moment donné, je réalise que, tu sais, je tombe dans un état où, chaque fois que je prends mon auto, genre... Tu sais, ça vaudrait la peine de faire... mettre le numéro, genre prévention du suicide. Là. Mais, tu sais, je prends mon auto, puis ce qui me passe dans la tête, mettons, quand je vais à Alma, qui est comme à 40 minutes de route, j'ai comme une petite voix qui est comme genre, tourne, genre. Calisse dans le ravin. Genre, tire-toi dans le ravin, genre. Ouais. Ça va, en plus, ça va protéger les autres, parce que les autres, ils vont penser que c'est un accident. Tu sais, c'est comme, j'étais comme genre... Tu vas être soulagé, puis les autres vont penser ouais, c'est comme si, pour moi, ça aurait été la meilleure manière, d'entre guillemets, de mettre fin à mes jours. Ça aurait été comme si c'était un accident, puis... Dans le fond, c'est pas de ma faute, puis les autres, ça leur laisse croire que c'est pas de ma faute. Puis c'est comme, c'est plate, c'est un accident, on est triste, mais c'est comme si le deuil aurait été plus facile à digérer. T'épargnes la douleur que c'était ton choix. C'est ça, ouais. Puis moi, ça me donne aussi le beau rôle, entre guillemets, où j'ai pas... mais en tout cas, c'était comme ça m'habitait, là. Puis j'étais comme, à un moment donné, je voulais plus prendre mon char. Là, j'avais peur de mourir. J'avais peur de moi-même dans le... Toto, ouais, dans le fond, c'était aussi proche que ça, tes pensées. C'était ouais, aussi intense que ça. J'étais comme... Je pense... Tu sais, le fait que j'ai arrêté de prendre mon char, c'est que je voulais pas act out. Mais quand j'étais dans mon char, des fois, j'étais comme, je suis fatigué. Là. Tu sais, j'en peux plus. Là. Ma vie, c'est... J'ai plus rien à quoi m'accrocher, puis j'ai plus de projet. Tu sais, c'était triste, là. J'étais comme, puis... Tu sais, je pleurais tout le temps. Mon coloc, j'étais plus du monde avec, tu sais, puis j'étais genre tout le temps fâché. J'ai comme...
il n'y avait plus rien qui allait dans ma vie. C'est drôle parce que ma vie, c'était la boxe au final. Mon réseau était là, mes amis étaient là. Puis là, eux continuaient leur vie de s'entraîner et tout ça, mais moi, j'étais plus là. Je ne pouvais plus y aller nécessairement parce que... En tout cas. Fait que tout ça pour dire que arrivent ces pensées-là, j'en parle un peu avec mon coach, puis je dis, genre, il y a de quoi que je peux faire avec ça? Puis là, il me dit, je connais quelqu'un qui a été voir un psychologue, ce psychologue-là. Je suis comme, peux-tu y aller? Puis ça coûte de l'argent tout le temps. Puis là, j'en parle à ma mère, mais mon père avait des assurances, puis qu'à ce moment-là, il a commencé à travailler à la ville d'Alma. T'sais. Puis là, je vais voir le psy, puis je vais toujours me souvenir la première fois que je me suis assis dans cette chaise-là, la chaise du patient, entre guillemets. Là. Tu t'assois, puis je me souviens du bureau un peu, comment c'était fait. Puis le monsieur, il commence à me poser des questions, puis comme il m'écoute. Puis là, j'y parle, puis à un moment donné, durant la rencontre, il y a comme un genre d'insight qui se passe dedans de moi, puis je suis comme, hey, moi, je veux faire ça dans la vie. S'intéresser au monde. Ouais, je veux faire ça dans la vie. Genre. Je veux. Tu sais, moi, je me mettais à sa place, puis j'étais genre, ça doit tellement être cool là, d'être comme, tu t'assois, tu jases avec quelqu'un, puis tu essaies comme de réfléchir à ce qui se passe pour lui avec lui, tu sais. Puis je suis comme, waouh, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. Puis ça a comme réaligné des affaires. Puis après ça, c'est comme ces idées-là. Tu sais, on a pu jaser, j'ai jasé avec le monsieur de tout plein d'affaires, un peu de mon historique, de ce que je vous ai raconté tantôt. Tu sais, j'ai fait du sens avec ça. C'est la première fois de ma vie à ce moment-là, tu sais, je devais avoir 19 ans, 18, 19 ans, où je pouvais faire du sens avec cette vie-là où j'ai comme été tout le temps en sandwich entre moi, j'aimerais ça, faire partie de la classe sociale des gens qui sont genre au séminaire, tu sais, mais j'aimerais aussi ça. Tu sais, je suis déchiré parce que mes parents puis ma famille, plus j'évolue, plus je me vois ou je me sens, moi, du moins de moi, puis je pense qu'ils sentaient ça aussi, m'éloigner. Ouais. C'est comme si je peux pas rester sur le point X si je m'en vais vers Y. Mais en même temps, quand tu viens d'X, tu es enraciné dans X. Il y a souvent du monde qui disent que tu peux pas sortir le gars de X place, mais tu peux sortir X place du gars. C'est ça. Ouais. Je viens de là, ça fait partie de qui je suis. Bref. Fait que je m'assis là, puis je suis comme, wow, c'est ça que je vais faire. Puis là, les rencontres subséquentes, les rencontres suivantes, en fait, avec le psy, c'était comme une des questions que j'ai eues à un moment donné, c'est comme, comment tu fais pour devenir psy? Genre, tu sais, c'est comme, pour certaines personnes, c'est d'une évidence, de dire, tu demandes à tes parents, puis tes parents, ils vont dire, ben, tu sais, tu vas à l'université, il y a un programme qui s'appelle psychologie, tu fais ça, puis après ça, tu dois faire le doctorat, puis ci, puis ça, puis tu sais, c'est comme, il y a des étapes. Mais là, tu viens de quelqu'un qui a jamais pensé à ça, que tout son futur de boxe a été enlevé et qui a une cotère de 19-21. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Tu sais, puis c'est niaiseux parce que moi, mettons, maintenant, je m'imagine des fois si j'ai un enfant puis qu'il veut savoir comment je fais pour faire quelque chose, on dirait que pour moi, c'est d'une évidence. Ouais, je connais maintenant la trail, je pourrais lui expliquer. Puis tu sais, les gens dans mon environnement, ils pourraient lui expliquer, tu sais, mais c'était fou parce qu'à l'époque, c'est ça que j'ai réalisé, tu sais, je me suis comme... Des fois, quand j'y repense, je me dis... Tu sais, je savais pas. Je faisais pas semblant de pas savoir. Non, c'était honnête. C'était vraiment genre, j'ai aucune idée comment faire, genre. Puis le monsieur, il m'expliquait ça. Genre, puis il était comme full généreux de son temps. Il m'expliquait, ben, tu peux faire ci, tu vas faire une demande là, ils ont un site internet, tu vas faire ça. Puis, parce que moi, c'était ça. Je voulais être un boxeur professionnel. Moi, dans ma tête, je finissais le cégep, puis j'arrêtais l'école. Ouais. Parce que j'allais être riche déjà. J'allais déjà être au top de ma game. Non, mais j'allais être au top de ma game dans mon sport, puis j'allais être comme... c'était ça mon plan. C'était un plan naïf, je pense. Parce que si c'était à refaire ou si je devais coacher des gens dans cette direction-là, je leur dirais de faire les choses autrement, là, d'investir peut-être les deux sphères à des niveaux similaires. Parce que, moi, j'ai des amis qui ont fait du vélo à un haut niveau, puis une phrase que leur coach leur disait tout le temps, c'est « il n'y a pas juste le bicycle dans la vie ». Non. Puis ça, moi, ça m'a marqué quand ces amis-là m'ont dit ça. Il n'y a pas juste une affaire dans la vie. Il n'y a pas juste le sport dans la vie. Il faut que tu penses à après. Parce que moi, si j'avais su ça, que généralement, à 35 ans, là, c'est fini la boxe. C'est comme... Qu'est-ce que tu fais du reste des 35 autres années, t'sais? Faut que tu travailles. Puis moi, tous ceux que je connais, généralement, ils finissent comme soit vendeurs parce qu'ils sont très charismatiques, ou ils vont dans la construction, ou ils font des jobs plus manuels parce qu'ils ont pas beaucoup investi le volet académique dans leur carrière. Mais tout ça pour dire, ce monsieur-là m'amène à réfléchir. Puis là, je m'inscris, genre, je suis comme on est à la dernière session ou l'avant-dernière session du cégep. Puis là, moi, je décide de refaire une autre année de cégep parce que en 2 ans, c'était pas possible avec les notes que j'avais d'avoir fait 2 ans de cégep. Là, j'avais pas tout fini mes cours. Tu sais, je prenais 4 cours, je prenais moins de cours. Puis j'ai étiré mon cégep, j'ai fait en 3 ans. Fait que là,
je fais ma dernière session, ma dernière année de cégep. Là, je fais un peu plus d'efforts parce qu'il m'expliquait qu'il faut que tu fasses des efforts. T'sais. Puis là, je fais un peu plus d'efforts. Puis là, je m'inscris à l'université. Parce que là, je finis mon cégep. Puis là, je m'inscris à l'université. Je m'inscris dans 2 programmes. En travail social, parce qu'il m'a dit que ça pouvait ressembler. T'sais, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était pas d'être psychologue. C'était de faire ce qu'il faisait. Discuter avec les gens. C'est ça. S'intéresser à eux. Moi, pour moi, c'est ça qui est drôle. Parce qu'il y a des gens qui ont des classes, les affaires dans des boîtes. Puis c'est comme moi, je veux ça. Mais moi, c'était juste, je veux faire ça. C'est ça. C'est pas le titre qui t'importait, C'est ça. c'était la job en soi. Ça. On voit C'est déjà ça. une réflexion pour ce qu'il y a en arrière du titre. C'est ça. Puis des fois, c'est drôle parce que quand j'ai fait mon doctorat, j'ai réalisé ça. Il y a des gens qui, ce qui est important pour eux, c'est le statut ou le titre que ça apporte. Puis genre, qu'est-ce que le titre a l'air aux yeux des gens. Mais pour moi, c'était comme plus... Moi, je veux faire ça. Moi, je veux parler avec du monde, les aider dans la réflexion autour de leur situation, de leur problématique, puis qu'on trouve des solutions pour que ça t'aide, tu sais. Là, il m'explique ça. Il dit, travail social, tu peux faire ça. Psychologie, tu peux faire ça. Fait que moi, je m'inscris dans les 2 programmes. Je m'inscris, genre, je fais une demande d'admission à l'UQAC, à Chicoutimi, Université du Québec à Chicoutimi, puis psycho, travail social. Je reçois la lettre de travail social, je suis refusé. Ma quota est pas assez élevée, c'est contingenté. Je reçois la lettre de psycho, je suis accepté en psycho. Puis là, psycho, c'est drôle parce que quand j'étais au doctorat, j'en ai parlé avec des étudiants qui voulaient aller au doctorat, puis ils parlaient de leur cote, tu sais, puis c'est comme, j'ai peur, nan. Puis moi, j'étais comme, relaxé, là. Moi, je rentrais au bac avec 19, là. Puis c'est là que j'ai appris aussi, moi, c'est quand j'étais au doctorat que j'ai appris que l'Université du Québec à Chicoutimi, en psychologie, c'est une des seules qui n'est pas contingentée. OK. J'ai comme été chanceux, dans le fond. Ouais. T'sais, La puis- vie fait bien les choses, des fois. Puis ma naïveté a fait que j'étais comme, j'ai pu être accepté parce qu'il n'y a pas de contingence au bac en psycho. Ils prennent tout le monde, dans le fond, vu que c'est une université éloignée. Fait que, bref, je fais mon bac en psycho. Puis là, ça a été tough. La première session, ça a été tough. Ça a été une espèce de wake-up call de genre, tu pourras pas faire comme tu faisais au cégep. Là. Mais en fait, oui, parce qu'au cégep, je me donnais les 6 premières semaines, puis j'avais des espèces de bonnes notes les 6 premières semaines. Puis après, j'y allais juste plus. Mais là, j'étais comme, OK, si je veux aller au doctorat, puis là, il m'avait expliqué ça. Il m'avait expliqué que pour aller au doctorat, ça prend une très bonne note. Puis, tu sais, comme, il faut que tu sois dédié, il faut que tu fasses de l'implication dans ta communauté. Tu sais, comme, il faut que tu montes un CV, il faut que tu fasses la recherche un peu. Bref, là, je suis comme, OK, là, c'est comme quand j'ai commencé à boxer, là. Genre, il va falloir que je me donne en maudit pour être bon plus vite que les monopassion, autres. une Là. fois de plus. C'est ça, ouais. Puis, tu sais, en venant pas du même milieu que les autres personnes qui étaient dans... Tu sais, mettons, moi, il y a personne qui m'a nécessairement montré à étudier. Il y a personne qui m'a expliqué comment apprendre les affaires. Fait que ma première session, ça a été genre d'apprendre à apprendre. Mhm. Genre, comment je vais faire? Parce que moi, je me sens souvent en compétition. Là. Je suis comme, je veux être le meilleur. Puis ça, j'étais comme, yes, des conditions favorables pour que mes genres de triggers s'activent. Parce que c'est comme, tu sais, la boxe, c'est comme, on est 2 dans le ring, puis il faut que je gagne. Là, il y a un cours au bac en psycho. Là, un des premiers cours qu'on suit, c'est, en gros, le cours, je sais pas son titre, mais c'est qu'est-ce que tu fais si tu rentres pas au doctorat parce qu'ils en prennent 5. Tu sais, c'est comme, il nous dit ça, tu sais, il dit, vous êtes 100 personnes, puis il y en a genre 5 ou 6 ici qui vont aller au doc. Les autres, qu'est-ce que vous allez faire? Tu sais, c'est comme de réfléchir aux autres jobs que tu peux faire avec un bac en psycho. Pas tant. Tu sais, il y a plein d'affaires que tu peux faire, mais généralement, c'est des jobs, tu sais, comme un peu comme tu pourrais appliquer au gouvernement dans une job où il demande un bac. Là, ça ressemble à des jobs de même. Ou en relation d'aide, mais c'est jamais très, très payant pour le nombre d'efforts que tu as fait pour avoir un bac. T'sais. Bref, j'arrive là, puis là, j'entends ça, puis je suis comme, moi, je vais y aller au doctorat. Ouais, c'est bien. C'est je vais quoi? faire partie des 5. Puis là, Ouais. je posais la question, tu as dit une phrase très intéressante qu'on a déjà entendue, je pense, de Marc-Étienne Salvaille. Apprendre à apprendre. Comment est-ce que tu as appris à apprendre? Mal. Ouais, non, Nice. pour vrai. Entre autres. Non, mais je vais élaborer là-dessus, mais j'ai mal appris à apprendre au début. Parce que, initialement, ce que je pensais, c'est comme, plus tu vas mettre du temps à lire et relire tes PowerPoint, plus tu vas être capable d'être bon. T'sais. C'est ça qu'on imaginerait. Hein, C'est ça. Puis, ultimement, ce que j'ai découvert durant ce processus-là, si je devais recommencer mes études, je m'y prendrais vraiment autrement, dans le sens où, moi, j'ai appris à bûcher fort puis à mettre des heures. C'est ça que j'ai appris dans ma première session. Puis c'est ce qui a fonctionné, d'ailleurs, pour finir mon doctorat. Pas mon doctorat, mais comme pour faire mon bac puis avoir des bonnes notes. Mais ce que j'aurais dû apprendre, c'est... J'aurais dû m'acheter genre 2 livres là, quand j'ai commencé à aller à l'université. Puis c'est comme How to take smart notes. C'est comme comment tu prends des bonnes notes. Ouais.
qui vont t'aider à apprendre, dans le fond. Puis j'aurais dû m'acheter juste un livre sur des techniques d'apprentissage. Dans le fond, genre, comme un livre qui te permet de comprendre comment étudier. J'aurais dû lire ça au début, puis après ça, appliquer ces techniques-là. C'est juste de me faire des flashcards ou des petites affaires, des petits post-it ou des techniques d'études qui permettent d'encoder mieux, au niveau psychologique, au niveau du fonctionnement du cerveau. Ça m'aurait beaucoup aidé. Mais comme moi, ce que je faisais, c'est que je relisais mes diapos à l'infini, je les apprenais par cœur, puis je faisais des examens. Ouais. Ça a marché, mais en même temps, j'ai eu beaucoup le sentiment de vomir des affaires, puis c'était souffrant. Là, les nuits blanches, puis là, tu dors pas, t'étudies, tu fais juste... Je grindais, mais quand j'ai commencé à essayer d'apprendre à apprendre, puis à un moment donné, tu pognes un genre de beat, puis là, c'était comme la boxe. C'était super rassurant pour moi, parce que c'était comme... Si tu vas à tes cours, après tes cours, tu relis tes notes. Après, tu relis tes notes le soir, tu réétudies tes notes. Tu apprends tout ça. C'était comme une corde raide, genre de... Il y a une technique Ouais. qui marche. Ouais, puis ça, tu vois, genre, je me reconnais énormément là-dedans parce que j'avoue que... Pareillement. Ouais, c'est ça. Surtout en première session, puis dans les premiers temps, puis même, à la limite, dans les dernières, là, c'est tellement, on dirait, facile pour des gens qui sont prêts à... Genre, ouais, tu mets du temps. Genre, tu fais juste mettre du temps. Tu fais juste mettre du temps, tu travailles tout, puis tu as la pensée de technique dire... gagnante. Nous, on fait nos cours, on prend des notes. Avant le deuxième cours, tu relis les notes du cours 1. Ouais, c'est avant ça, l'examen, tu notes tes questions, tu poses des questions, tu relis avant l'examen. Ça va bien, tu as une technique qui marche, c'est prouvé, voilà, tu as tes notes. Mais qu'est-ce que tu as appris par la suite qui aurait été plus efficace? Ben, j'aurais dû apprendre à... Tu sais, il y a comme... dans tout ce qui... Après, j'ai beaucoup lu sur des techniques pour apprendre, puis des techniques d'études. Puis ce que j'ai appris au fur et à mesure, c'est que faut que tu utilises l'oubli. Dans le fond, faut que tu te laisses le temps d'oublier avant d'essayer de réapprendre. Puis souvent, dans le fond, un peu comment ça fonctionne, c'est que tu vas lire, mettons, tes notes ou tu vas réétudier tes notes. Mais dans le fond, ce que j'aurais dû faire, c'est quand tu relis tes notes, avant de relire tes notes, tu devrais essayer de mettre sur une feuille tout ce que tu te souviens de ces notes-là. Dans le fond, ça, c'est une technique qui est plus difficile, c'est un peu plus tough, mais c'est une des premières affaires que j'aurais dû faire. Parce que quand tu remets sur papier les trucs, dans le fond, que tu te souviens ou que tu as l'impression de te souvenir, c'est que ce que ça fait, c'est que ça te laisse une trace de qu'est-ce que tu te souviens réellement. Parce que le problème, ce qui est plate avec lire et relire, c'est que quand tu lis et relis, c'est comme si chaque mot est un primer pour le mot suivant. Fait que ça te donne une impression de savoir. Simulation que tu as ça donne l'impression. de te rappeler, puis en fait, c'est que ton appris. cerveau est tellement brillant qu'il dit... Il se rappelle un peu du contexte, puis il dit oui, c'est ça. Puis c'est que ce que tu fais, c'est que tu viens juste confirmer ce qui est écrit. Là, tu te dis, ah ouais, je savais ça. Mais dans le fond, si tu avais eu à recopier l'essence de tes notes sur une autre feuille, avant d'aller valider, un peu comme si tu faisais un quiz toi-même, là, ben, en faisant un quiz par toi-même, ça serait plus payant déjà. Tu sais, moi, il y a une technique à cette heure que j'utilise quand j'ai un cours ou que je veux donner une formation où j'apprends, c'est que je divise ma feuille en 3. Comme une espèce de 3, genre de... Je pars du haut, je vais jusqu'à, mettons, au deuxième tiers, puis je fais une ligne en bas. Puis dans la case de gauche, ce que j'écris, c'est des questions. Dans la case de droite, j'écris les réponses aux questions qui sont comme mes notes. Puis dans le bas de la feuille, j'écris un résumé de ce que j'ai appris, les points importants. Ou les points ça, tu fais ça après le cours, dans le fond. Pendant. Ah, pendant le cours. Ouais, fait que je prends les notes, puis ultimement, avec mes notes, je crée des questions. OK. Puis en dessous de ça, j'ai qu'est-ce qui est sur cette feuille-là en résumé. Fait que ce que je fais quand j'étudie, c'est que je cache le bas, je cache la partie droite, puis je essaie de répondre aux questions. Ça fait comme un quiz. Ouais. Fait que là, tu fais comme, OK, ça, je sais-tu ça? Directement dans ça, la pratique. C'est ça. C'est la première technique que j'aurais dû appliquer quand j'ai commencé à l'école. Puis la deuxième stratégie que j'aurais dû apprendre à appliquer, c'est les fameux petits cartons. Là, tu te mets une question ou tu peux poser une question, puis en arrière, il y a la réponse. Là. Ça fonctionne dans toutes les théories sur l'apprentissage. Puis ce que j'ai appris, c'est ça, c'est que c'est contre-intuitif, l'apprentissage. Dans le fond, j'ai appris ça durant mon parcours académique, mais c'est que ce qui semble facile, c'est généralement pas bon. Fait que quand tu relis tes affaires, si tu as l'impression que c'était facile, ça marche pas. C'est pas ça qui va te permettre d'encoder
des apprentissages. En fait, ce qui est... J'ai tombé dans le le piège plusieurs fois. Qu'est-ce que Ben, moi aussi. Mais moi, j'ai fait mon bac au complet de même. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut appeler ça un piège, ou on peut appeler ça comme c'est que ça va te permettre de passer très bien tes examens, faire ta formation, tu vas avoir ton bac. Charles, on va avoir notre diplôme en droit. Même chose pour le barreau, on va faire ça. Ouais. Puis, on va arriver dans le monde du travail. Est-ce qu'on va réellement se rappeler de la plupart des choses? Est-ce qu'on aura réellement appris? Non, c'est dans le monde du travail qu'on va apprendre. Ouais. Mais l'université est quand même formée, le cégep aussi, à ce que cette technique-là te permette de passer. Donc, est-ce que réellement c'est orienté vers l'apprentissage ou c'est orienté vers avoir une certaine note c'est une qui te bonne permet question. d'accéder ensuite à un Puis travail? moi, ce que j'ai envie de dire, c'est probablement la raison pour laquelle on fait tout ça, c'est que tout le monde fait ça. Ah oui, tout le monde fait ça. Puis c'est comme si, moi, en tout cas, je me repositionne, puis je regarde, tu sais, j'enseigne des cours maintenant, puis je le vois le niveau d'anxiété des étudiants, tu sais, souvent, puis je me rappelle à quel point j'étais anxieux. Puis s'il avait fallu que je sois encore le marginal qui étudie pas comme les gens qui savent déjà étudier, genre, dans ma tête, ça n'aurait pas fonctionné. là. Non, la première chose que tu fais, c'est que tu demandes aux autres c'est quoi leur technique Comment vous faites? d'étude, Ouais. puis tu adoptes ceux qui ont les meilleures notes, Mais- puis une fois de plus, c'est pas parce qu'ils ont les meilleures notes qu'ils apprennent le plus. Non, ou Ça, qui ton ou qui objectif, ont les c'est- techniques les meilleures non plus. Parce que, ultimement, moi, tu sais, si je résumais ça de pourquoi je pense que ces deux petites stratégies-là fonctionnent bien, c'est que oui, ça demande un petit peu plus d'effort, mais probablement que j'aurais sauvé la moitié du temps que je mettais. C'est surtout ça. Parce que, tu sais, mettons, pour moi, à cette heure, la productivité, ce que c'est, là, c'est plus de l'ordre de comment je peux maximiser mon temps pour faire plus d'affaires qui me sont utiles ou que j'aime faire versus passer beaucoup de temps à faire quelque chose qui n'a aucune valeur ajoutée. Fait que, tu sais, c'est comme si je devais refaire mes études, j'appliquerais rapidement ces stratégies-là, ne serait-ce que pour avoir peut-être le 3 heures de plus pour faire de quoi que ça me tente de faire, tu sais, au lieu de passer ces 3 heures-là à lire et relire mes Grinder, notes. tu sais. ouais. Puis je vous enverrai l'article. Il y a un article que j'ai trouvé qui explique quelques techniques. Ouais. On serait Puis dans le intéressé. fond, je pense le titre de l'article, c'est Close the Book. Close the Book, Recall, puis une autre affaire. Mais en gros, ce que ça dit, c'est arrête de lire ce que tu veux apprendre. Tu sais. Ouais. C'est comme. Puis une autre affaire, c'est d'essayer d'expliquer. Puis je pense qu'en droit, vous faites gros ça. Vous étudiez un peu des fois en groupe. Là. Je sais pas si vous avez fait ça un peu. Ah mais, oui. mais de s'expliquer les affaires, c'est que ça vient de mettre en lumière les trous, ce que tu comprends. Ah, mais pas, tu sais. meilleur... Ça, j'aimerais le souligner. Ça fait... La session passée, j'ai étudié beaucoup seul en droit et cette session aussi, Ouais. parce que je connais pas... Ben, pas que je connais pas, mais j'ai un cours en droit cette session. OK. Puis, mes meilleures notes se sont en fait passées quand on s'est torturé, moi et mon ami, à tout réviser ensemble. C'est Puis, ça. On faisait ça, mais l'affaire, c'est que la raison, tu sais, une session de révision qui me prendrait 4 heures de tout revoir les notes d'un cours me prenait peut-être 10 heures avec lui, 12 Ouais. heures parfois. Le double, le triple du temps, mais c'est parce qu'on s'obstinait sur des points, on s'obstinait sur des exercices, on disait non, j'aimerais aller revoir ça, telle affaire, non mais qu'est-ce que tu veux dire, ainsi de suite. On s'énervait, mais ça rentrait tellement, là. Mais c'est ça, parce que quand tu expliques, ça met en lumière les trous dans ton savoir, tu sais, les trous dans ta connaissance. Fait qu'ultimement, mais ça met en lumière. Tu sais, puis souvent, il y a comme un petit dicton qui dit que la personne qui apprend le plus dans une classe, généralement, c'est l'enseignant. Ah. Parce que c'est lui qui doit expliquer les affaires. Puis les questions des étudiants, ça met en lumière les incohérences ou les trous dans sa croyance de qu'est-ce que lui a compris. Puis c'est jamais l'étudiant qui apprend le plus dans un cours, c'est tout le temps l'enseignant. drôle, ça. Parce que l'enseignant, il doit s'adapter au public, il doit formuler ça d'une manière qui est digeste, puis ça doit être clair. Fait que, tu sais, pour que ce soit clair dans la livraison, il faut que ce soit clair dans Sa tête. sa puis- compréhension. Fait que, tu sais, c'est comme, moi, je trouve ça cool, puis je pense pour ça que j'aime ça enseigner, c'est que, à la base, j'aime ça apprendre. Fait que quand j'apprends des affaires, d'où, genre, je pense que c'est ça qui fait que ça m'a amené à enseigner à l'université aussi, mais puis à donner des formations en entreprise, puis à coacher des gestionnaires aussi dans leurs différentes difficultés, mais c'est que j'aime ça être mis devant le fait de genre, hey, t'es pas capable de faire ça, je vais essayer de voir comment moi je le ferais, puis Mhm. je vais essayer de voir comment ça fonctionne, je regarde la littérature, je regarde la science, qu'est-ce que la science dit, puis je suis comme, dans ta réalité, probablement que la science, elle pourrait s'appliquer comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis on va essayer ça, tu sais. Ouais. C'est quand même nice. C'est comme tu prends ça dans un contexte académique, puis là, tu ramènes ça dans la réalité. Puis, je pense que ce pont-là, moi, c'est un cadeau de ma famille, d'être capable de le faire.
De dire, tu sais, je travaille des fois avec des clientèles plus ouvrières ces temps-ci. Tu sais, je dis ouvrières, mais au sens où des gens qui n'ont pas été à l'université, mais tu sais, manuels plus. Puis ce pont-là, je suis capable de le faire. Je suis capable de passer du monde académique puis de ramener ça en mode... Mais comment j'aime ça l'illustrer? Là? C'est comme si, à l'université, on est plus dans les nuages. On est dans le conceptuel, tu sais, puis en bas, il marche. Tu sais, on marche sur la terre. Tu sais. Puis moi, ce que j'aime bien dire, c'est que j'aime ça mettre des pattes aux nuages. C'est comme tu prends les nuages, dans le fond, les concepts, les théories, puis les faire exister dans le monde. Parce que je pense que c'est ça notre rôle comme universitaire puis comme académicien, entre guillemets. Ça sert à rien d'aller à l'université si tu n'es pas capable de ramener ça au commun des mortels, ou au monde qui en aurait besoin. Parce que moi, en faisant ma thèse, ce que j'ai trouvé fascinant, mais c'est un mémoire doctoral parce que j'ai pas fait un PhD, mais ce que j'ai trouvé fascinant, c'est qu'à un moment donné, mon directeur il m'a dit Francis, t'écris comme un vulgarisateur scientifique. Il faudrait que t'écrives comme un scientifique. Puis là, j'étais comme... Non. Non, mais j'étais comme... À quoi ça sert? Mais puis là, j'étais comme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que moi, j'écrivais mon mémoire doctoral en que ayant... tout le monde puisse le comprendre. Ben, en ayant en tête précisément, j'aimerais ça que ma famille comprenne. J'aimerais ça que ma mère, j'aimerais ça que mon père, j'aimerais ça que mon frère puisse lire ça. Du milieu ouvrier, déjà, hein, moins universitaire, fait que tu le rendais accessible. C'est ça. Puis moi, j'ai fait, dans le fond, mon mémoire doctoral, il portait sur le harcèlement psychologique dans l'industrie de la construction au Québec. Puis très niché construction Québec, tu sais. Moi, je me disais, je fais cette recherche-là pour que vous qui êtes concernés puissiez vous ressortir avec de quoi de ça, tu sais. Puis ça a été un des plus grands deuils. C'est comme, OK, là, c'est comme tu me dis que comment j'écris, c'est encore pas correct. C'est comme, c'est pas au niveau universitaire. Puis là, ça me ramenait un peu dans ma chaise de genre, tu viens pas de ce monde-là. J'aille ça parce qu'on voit une séparation entre, genre, c'est comme la thèse devrait être juste lisible par des gens qui vont à l'université. Ouais. On enlève ça tellement l'utilité de la thèse elle-même. C'est terrible. C'est affreux. Puis moi, j'ai trouvé ça fou, ça. Parce que, tu sais, je le vivais d'une manière un peu violente. Là. Probablement que certaines personnes, les autres, ils disaient comme, ben, c'est hot, je suis capable d'écrire comme une élite, tu sais. Mais moi, j'aimais pas ça, me positionner de même, parce que j'étais comme, à quoi ça sert d'utiliser, genre, des mots que personne ne comprend? Tu sais, même moi, je lisais des fois, je relisais mes affaires, puis j'étais genre, crime, ça me gosse. Faudrait quasiment me prendre un dictionnaire pour traduire ce que je veux écrire. Puis ultimement, la meilleure manière d'exprimer quelque chose, c'est sa plus simple expression, mais la plus simple expression dans laquelle tout le monde peut comprendre. Dis-moi, à mes yeux, à moi... Une citation d'Albert Einstein, je pense, c'est « If you can't explain something simply, you don't understand it well enough. » Mais c'est ça, puis vous en avez lu des articles scientifiques, là? Oui. Il y en a qui sont affreusement inaccessibles. Ben, ils sont pas mal tous. Mais tu sais, je veux dire, la majorité, la grande majorité, tu sais, puis pour moi, c'est comme... C'est scandaleux. Tu sais, en tout cas... puis j'ai compris que ça a sa fonction parce que là, c'est comme. Puis que c'est notre devoir à nous qui l'a écrit de le transmettre puis de le vulgariser. Sauf que le problème, c'est que personne ne le fait vraiment. T'sais. Non, c'est ça l'affaire. C'est comme t'écris ça, t'es tanné, puis tu ne peux plus jamais le revoir. Ouais. Parce qu'après, le doctorat, je veux dire, ton rôle puis ton but, ça va être d'appliquer justement, ou du moins d'aider les gens, comme tu as dit. Fait que ça veut dire que. Parce que là, actuellement, ça, tu as dit, t'enseignes, tu fais des consultations d'entreprise, t'enseignes à l'Université de Sherbrooke? Ouais, mais dans le fond, j'enseigne, je vous ai enseigné, là, fait que oui. Mais j'enseigne genre... Charles. Tu as déjà oublié? C'est bon. Non, mais oui, j'enseigne à l'Université de Sherbrooke, puis j'enseigne aussi à l'ETS. Okay. Fait que j'enseigne principalement là, à l'Université de Sherbrooke, j'enseigne au bac en admin, un cours sur le leadership. Puis, le leadership, pour moi, c'est un chapeau qui englobe les habiletés relationnelles puis la capacité de comprendre l'autre pour être comprendre l'autre, se comprendre soi-même pour être plus en mesure d'influencer adéquatement les gens que tu côtoies dans le monde professionnel. T'sais. Attends, juste s'arrêter une seconde là-dessus. Comprendre l'autre et comprendre soi-même pour être plus en mesure d'influencer les gens que tu côtoies dans le quotidien, c'est une magnifique définition du leadership, ça. Ouais. Parce qu'on n'a pas tous la même définition, puis j'ai l'impression que celle-là, ça représente bien ce que tu essayais de transmettre, justement, je pense. Ouais, ben merci si ça résonne, parce que on dirait pour moi, c'est ça. En fait, c'est ça que j'essaie de transmettre, parce que c'est ça pour moi le leadership. Là, c'est comme devenir un meilleur humain, là, au final, là, en société, ou en... Puis, société étant ton milieu de travail aussi, parce que là, je m'adresse à des futurs gestionnaires, souvent dans les cours que je donne. Fait que, j'enseigne un cours au bac en admin, j'enseigne un cours au MBA, le cours que vous avez suivi d'ailleurs, puis un cours à la maîtrise en gestion de l'ingénierie. Puis à l'ETS, à l'École de technologie supérieure, dans le fond, c'est des ingénieurs à la maîtrise qui
ont un cours finalement sur la gestion d'équipe par projet. Fait que, ultimement, comment tu gères une équipe, c'est en développant tes habiletés relationnelles, en portant un regard différent sur ta gang. Parce que ultimement, souvent, on confond ressources humaines avec ressources matérielles quand on gère des affaires. Ouais. Fait que, tu sais, c'est d'amener les gens, les gestionnaires à avoir un regard un peu différent sur leurs ressources humaines, au sens où les ressources humaines, tu peux pas les mettre dans un entrepôt puis leur dire, vous allez rester là pendant 8 heures, puis vous faites X, Y, Z. C'est comme il y a une composante humaine puis relationnelle importante, ne serait-ce que pour mobiliser quelqu'un. Est-ce que tu as déjà pensé à écrire un livre? Parce que j'ai juste Des fois, j'y pense. Pour vrai, là, c'est une question que... Tu devais. Genre, moi, c'est drôle que tu dis ça, parce que dans les derniers mois, là, c'est comme un projet qui est dans... Des fois, j'appelle ça ma mijoteuse. Ouais. Ça, c'est le back burner, il est là, tu sais, puis c'est des affaires qui pop dans ma tête des fois, puis je suis comme, je mets ça là. Peut-être plus tard, mais comme... Puis c'est drôle que tu poses la question, parce que il y a quelque chose... Il y a un livre que, genre, là, je vais genre vendre c'est un spoiler. On a un genre, exclusif c'est ici. ça. Pour Mais la première fois, Francis dévoile son livre. Oui, mais j'ai comme des idées, j'ai des titres que j'écris dans un document Word, tu sais, puis le livre, ultimement, ce que ce serait, j'aimerais ça écrire un genre de petit guide simplifié de la gestion des ressources humaines. OK. Tu sais, un genre de livre dans lequel tout ce que, mettons, je fais en consultation, puis qui a l'air bien compliqué des fois pour les gestionnaires. Mais un peu dans le cours que vous avez suivi, c'est des fois, je vous donne des exemples très marqués, très frappants. Tu sais, je ne vous ai pas enseigné dans le cours, je vous ai juste côtoyé durant le week-end, mais quelque chose d'humain, tu sais, quelque chose un peu comme mon directeur disait, tu sais, quand il disait que j'étais un vulgarisateur, mais pour moi, ce serait un livre de genre, tu sais, dans la gestion de conflits, c'est quoi les grands thèmes là, qu'il faut que tu saches? Là? Ouais. Tout le monde T'sais, peut le lire. Tout le monde peut lire ce livre-là. Parce que souvent, moi, ce que je remarque dans les organisations, c'est que les gestionnaires, ils n'ont même pas été à l'école pour devenir gestionnaire. C'est comme, ils doivent apprendre quand même les bases. Fait que, pour moi, ce serait comme... Puis, c'est quand je boxais, ce qui a fait mon succès, entre guillemets, c'est que j'apportais beaucoup d'attention aux fondations. Ouais. Tu sais, comme les bases. Tout le temps, je revenais tout le temps les bases. Puis, même dans ma job actuellement, c'est drôle parce que quand j'enseigne, à chaque début de session, je reviens sur c'est quoi les fondamentaux, là. C'est quoi les intentions primaires que je devrais avoir avec cette gang-là. C'est comme, quand je donne une formation, c'est tout le temps comme, ils partent d'où ce monde-là, tu sais. Puis souvent, à l'université, où les gens qui écrivent les livres, justement, moi, ce que je remarque, c'est qu'ils partent rarement du début. C'est comme si je vous racontais le petit chaperon rouge, puis je vous disais, il est mort. Il s'est fait manger, il s'est fait tuer par le chasseur. Ouais. Là, l'histoire, elle part là, tu sais, souvent. Tu sais, mettons, puis quand je côtoie beaucoup d'enseignants, des fois, ce que je fais, ce que je réalise, c'est qu'il y a une partie de la job d'enseignant à l'université. Mettons que tu donnes un cours d'intro, ben ça va toujours être l'intro. Ouais. Fait que des fois, pour la personne qui l'enseigne, dans la manière qu'elle aime revisiter son cours, c'est d'aller plus loin. C'est comme la question qui se pose, c'est comment je pourrais aller plus loin. Mais plus loin, c'est pas ce que la personne en avant elle a besoin. C'est pas adapté. Là. La personne elle a besoin que tu sois plus efficace dans le début. C'est comme, ultimement, je reprends le chaperon rouge, mais c'est comme, c'est pas tant de, hey, dans le 3 heures que j'aimerais ça me rendre à explorer la vie du chasseur. Mm-hmm. C'est plus genre, comment je peux être plus efficace dans le 3 heures pour que les gens comprennent mieux le chemin que le petit chaperon rouge a fait. Mm-hmm. Avec son petit panier, jusqu'à se rendre à sa grand-mère, puis que se rendre compte que c'est un loup. C'est comme... Mais non, mais c'est ça, dans le fond, là, l'essence de l'enseignement, ou du moins, moi, ce serait ça, ce livre-là. C'est comment on peut rendre le début de l'histoire plus intéressant, plus simple, pour qu'à la fin, les gens y arrivent comme « Ah, il y a des actions concrètes que je peux poser, puis ils sont expliqués clairement. » Genre des petites actions que je peux faire au quotidien. Parce que souvent, mettons que tu parles d'un thème comme la gestion des ressources humaines, au sens où, mettons, une gestion disciplinaire, tu as un employé qui a fait de quoi de pas grave, il faut que tu lui donnes une lettre. Genre, souvent, là, c'est comme... Ça veut rien dire. Ouais, ça veut rien dire, mais les gens, ils voient ça comme compliqué, là. C'est comme... Imagine, toi, t'es loadé, là. Ta semaine, tu devrais travailler 35 heures, t'en fais 55. Puis en plus, on te dit, là, il va falloir que tu fasses ça, puis là, il va falloir que tu écrives une lettre disciplinaire. Il va falloir que tu prépares ta rencontre disciplinaire avec la personne. Il va falloir que tu convoques, genre... J'aime tellement ça parce que là, je t'interromps une seconde parce que c'est important. Il y a un lien qui est commencé par la fin, justement. Mm-hmm. Le fait que certains livres te disent tu vas devoir écrire une lettre ou telle affaire, c'est la bonne chose à faire dans telle situation. Le fait de ne pas donner toute l'histoire derrière ça, essentiellement, le but, ce serait de les guider là
eux-mêmes pour permettre une meilleure compréhension de « Ah oui, OK, telle action concrète va me permettre de répondre à tous ces problèmes-là que je vois, auxquels j'ai pu faire des liens moi-même dans ma pratique parce que j'ai vu comment l'histoire s'est traînée. » Ben, au lieu, on skip direct à la fin. Puis là, tous ces liens-là sont manqués. Tu sais pas pourquoi tu mets une action. Tu veux juste te dire « Telle est la bonne chose à faire. » Puis on manque toute cette belle richesse-là qui te permet de réellement comprendre et de mettre en application réellement des solutions qui s'appliqueraient à ta situation. Ouais, puis moi, ce que j'ai remarqué souvent là, depuis que je suis plus en organisation, tu sais, puis c'est une question que moi j'avais quand j'étais un employé pour des organisations, pour des entreprises, tu sais. Puis c'est pourquoi qu'on fait ça? Ouais. Genre, les gens, ils ont besoin de comprendre puis de savoir pourquoi tu veux que je fasse ça. Parce que l'enjeu, il y a comme un concept qui s'appelle le décalage là, dans les organisations. C'est comme un décalage horaire au final. Là. Puis souvent, quand plus tu es haut dans l'organisation, là, plus tu es loin dans les changements. Tu t'es rendu en 2030, 2050. T'sais. Mais les employés sont au jour d'aujourd'hui. Fait que c'est comme, imaginons qu'on est en voyage, mais que vous autres, vous êtes à Paris, vous êtes les directeurs. Mm-hmm. Vous êtes rendus à Paris. Puis là, il y a comme les cadres intermédiaires qui, eux, on leur a annoncé il y a quelques mois qu'il allait avoir des changements ou qu'il allait avoir quelque chose qui va se passer. Eux sont à Montréal. Puis nos employés sont à Vancouver. Mais des fois, le problème, c'est qu'on parle à nos employés comme s'ils étaient eux aussi à Paris. Puis là, ce qu'on leur dit, c'est comment ça, vous n'êtes pas rendus à Paris? Ouais. Mais ils sont à Vancouver, ils sont à genre 12 heures d'avion. On ne les a pas accompagnés dans la démarche. Non, puis des fois, c'est ces petites images-là simples qui peuvent faire comme OK, mais c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas dans le fond, parce qu'il y a 12 heures de vol à faire avant d'arriver. Fait que ces 12 heures-là, ils peuvent se traduire en 3-4 mois. Mettons, de se familiariser, passer à travers certaines étapes de genre, oh my God, OK, ça va changer ma job. Là. Tu sais, c'est comme, il va y avoir des impacts graves sur ma job. Comment je vais gérer ça au quotidien? Il va te sortir des nouvelles affaires qui vont arriver. Tu sais, là, on n'aura plus le droit d'avoir des tasses en papier. Il va falloir tout le temps amener notre tasse. Mais si j'oublie ma tasse, je fais quoi? Tu sais, ils ont des préoccupations, les gens, bref. Tu sais, moi, c'est drôle ce que tu disais, le livre, tu sais, mais j'essaie je suis dans ma tête, dans mes joteuses, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est j'essaie de voir quel angle je pourrais prendre pour que ça prenne forme puis que ça devienne un outil. Tu sais, un genre de... Moi, ce que j'aimerais que les gens, mettons, à quoi ils associeraient ce livre-là, là, c'est drôle, mais c'est comme un peu, tu sais, les livres de Pierre-Yves McSween, c'est comme... Tu lis ça, les gens, ils lisent ça puis ils sortent de là un peu, pas transformés, mais c'est plus simple que je pensais. C'est ça. Je les ai pas lus, mais on me les a recommandés. C'est comme un ABC des finances. Ouais, mais en même temps, au-delà de l'ABC des finances, moi, ce que je trouve, mettons, ce que j'ai ressorti en les lisant, c'est plus simple que je pensais. Mm-hmm. Moi, ce serait ça, genre, ce que j'aimerais que les gens ils retirent si j'avais écrit un livre, ce serait de le simplifier au point où les gens ils peuvent opérationnaliser ça. Parce que souvent, l'université, ils ont souvent des partenariats avec les grandes organisations ou les grands milieux. Ce que ça fait, c'est qu'il n'existe rien pour les entrepreneurs, pour ceux qui ont 3-4 employés. Pour ceux qui sont dans ces contextes-là, il n'y a pas grand-chose pour les soutenir ou les aider. Puis ils n'ont pas les moyens d'engager une équipe d'RH, tu sais. Parce que, mettons, souvent, là, tu vas dans le réseau de la santé, le gestionnaire a un problème, qu'est-ce que tu fais? Il appelle les RH. Ouais. Fait que, tu sais, les RH font à sa place une partie du travail, mais si t'es genre le petit Joe Blow qui a une ébénisterie, puis que là, genre, son ébénisterie est victime de son succès, fait que là, il engage 5 ébénistes, puis là, il se ramasse qu'il devient directeur à la place d'agosser du bois comme ce qu'il a toujours aimé faire. Puis là, il est dans une job il est comme, là, je fais de la gestion de ressources humaines. Là. C'est ça. Mais tu sais, ce serait ça, ce livre-là. Ce serait de simplifier les actions fréquentes qu'on doit faire comme un gestionnaire. T'sais. Je pense que ça serait d'autant plus pertinent dans le contexte actuel de nos jours. Ouais. Aujourd'hui, je pense que ça pourrait être super, super intéressant comme concept. Mais en tout cas, bref, c'était ça. C'était juste une pensée, j'étais comme, mon Dieu, ça serait intéressant d'avoir un livre comme ça parce que j'en connais pas tant qui abordent cette question-là. Ouais. Fait que, ouais. Mais tu vas voir, c'est drôle parce que, tu sais, on parlait beaucoup des gens qui m'ont comme donné un petit push, puis peut-être que tu vas être la personne qui va avoir donné un petit push de ramener ça de l'avant. Parce que tu es le Benoît de son livre. C'est ça. Ouais, mais c'est drôle parce que c'est comme la première fois que quelqu'un me pose la question de manière directe, de genre, hey, avec ce que tu nous racontes là, tu sais. Ouais. C'est Charles-Antoine, ça, dans nos podcasts. C'est toujours les premires questions. Les gens, on s'y attend pas, là, mais ça hit toujours bien. Ouais, c'est ça, exactement. Mais puis, parlant d'autres choses par rapport à ça, en tout cas, tu as mentionné aussi, tu sais, puis c'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs, puis que tu as connu Paul, dans un contexte de cours, en fait, c'est une activité, en fait, on pourrait dire, pour mettre un petit peu en contexte. Dans le programme de MBA, on a la partie MBA, puis dans le MBA, on a un cours de leadership.
dans ce cours de leadership-là, on a des cours qui sont théoriques, mais aussi on a une activité qui se passe à la Jouvence, qui est un camp extérieur, dans le fond, où est-ce que toute la classe se ramasse là, puis il y a une équipe qui est là pour nous montrer, en fait, pour nous dire, bon, ben voici, il y a des activités à faire. Ils ne disent pas vraiment c'est quoi le but des activités au début. Parce que vous êtes juste comme, ben, vous allez faire ça. Fait que par exemple, là, j'ai ça comme exemple, là, ils nous donnent, il y a des troncs d'arbres, on va dire, qui sont placés un peu partout. Puis là, c'est un grand terrain, puis il y a 2 équipes. Donc, une équipe à chaque extrémité, puis on a des planches de bois de chaque côté. Puis le but, c'est de construire des ponts entre chaque tronc d'arbre pour se rendre de l'autre côté. Puis l'autre équipe, qui est du côté inverse, doit se rendre à l'autre côté sans toucher par terre. Donc là, bref, c'est tout ça. Puis là, on dit, OK, ben en principe, ça a l'air plutôt simple et tout. Puis là, on réalise que non, c'est pas si simple que ça, parce que là, tu as la gestion des bio à faire, tu as la gestion des planches, tu as la gestion des gens aussi. Donc, c'est ça. Puis à la fin, ce qu'on découvre en partie, c'était on apprend beaucoup à comment gérer une équipe, on apprend beaucoup à comment gérer les réactions qui sont humaines. Donc, je suis curieux de t'entendre. Les différences des gens dans une équipe. Exactement, les différents des gens dans une équipe. Donc, je suis curieux de savoir de ta perspective d'une personne qui est pas dans l'action, dans le sens tu fais pas les activités. Est-ce qu'il y a des constantes qui reviennent souvent quand tu fais ces genres d'événements-là, de dire, OK, admettons, on voit... Puis j'essaie de formuler ma question précisément, mais j'aimerais ça savoir si tu as trouvé des constantes qui révèlent un petit peu la nature humaine dans un contexte qui est demandant, qui est exigeant au niveau peut-être physique et mental. Je sais pas si t'as de quoi que tu as remarqué, puis ça peut être non aussi. Là. J'aurais envie de dire qu'une affaire, quand tu me parles de ça, puis de cette activité-là en particulier, on l'appelle la rivière acide, communément. Il y avait toujours des noms intéressants. Ouais. Puis c'est drôle parce que moi, une des affaires, mettons, qui revient souvent, qu'il faut souvent dénouer, puis je pense dans les 2 cas, dans vos groupes, on a vécu ça, mais c'est que en équipe, c'est dur de fonctionner quand on répond pas à nos questions de base. Tu sais, de dire qui fait quoi, quand, comment, puis pourquoi qu'on fait ça. Souvent, on va très rapidement se concentrer sur « OK, j'ai du matériel, je dois faire une tâche », puis je commence à réfléchir à comment je vais le faire. Puis dans les groupes, souvent, il y a souvent 1 ou 2 personnes qui vont popper. Mais tu as vécu ça dans ton groupe. Tu as été la personne qui popait un peu, qui avait des idées. Quand on s'organisait pas dès le début de qui fait quoi, il y a 2 ou 3 personnes, comme tu dis, qui ont des idées directes, qui se mettent en action, qui veulent commencer à penser à comment on applique les idées. Et subitement, c'est elles qui sont à l'avant-plan. Les autres qui auraient eu peut-être des idées différentes, quoi que ce soit, qui sont plus silencieuses, vont être plus à l'arrière-plan, et ainsi de suite. Mais je laisse continuer. Puis c'est un peu comme ce que tu dis là, c'est qu'il y a des gens qui vont se mettre à diriger. Ouais. Fait que dans ce contexte-là, ils vont dire, toi, tu fais ça parce que moi, j'ai une idée. Puis c'est souvent ça, des fois, même en entreprise, c'est un constat qui peut revenir en entreprise. C'est que si tu as une personne qui dirige puis qui dit, moi, j'ai la meilleure idée, j'ai décidé ça, j'ai pas demandé aux autres, j'ai décidé ça, j'ai la meilleure idée. Aller dans cette direction-là. Mais souvent, ce qu'on observe, c'est, il va y avoir souvent des frustrations qui vont émerger. Puis les frustrations, ils émergent parce que certaines personnes, un peu comme dans notre décalage que j'expliquais tantôt, ils savent pas pourquoi tu en es arrivé là dans ton raisonnement. Ouais. Ils sont comme, pourquoi tu veux que je fasse ça? Fait que ça, souvent, c'est des tendances qui vont revenir. Il va y avoir souvent des tensions qui vont émerger dans les différents groupes. Puis ça, on les revoit dans les organisations. Puis c'est ça qui est le fun parce que, tu sais, au MBA, dans le cadre du droit MBA, vous n'avez pas été dans des organisations, mais il y a avec le MBA aussi, temps plein, où c'est tous des gestionnaires. Des fois, eux, ils font le genre de « Oh my God ». C'est pareil dans mon organisation. Genre comme quand le gestionnaire a une idée et là, il va organiser ses emplois d'une certaine façon, puis eux, ils se posent la question, tu sais, où est-ce que tu nous amènes? Là? Pourquoi moi, je fais tel rôle? La question que les gens posent, c'est pourquoi? Pourquoi ma job a changé soudainement? Ça, explique ton idée. C'est ça. Puis ça, c'est cool. Puis ça revient dans les week-ends souvent, cette espèce de concept-là de... Puis vous l'avez sûrement remarqué, puis je pense que vous l'avez vécu dans l'activité justement de la rivière acide, c'est si on n'a pas pris le temps de s'organiser comme il faut puis de définir clairement nos rôles et nos responsabilités, on va se planter. Parce que les gens, dans le fond, il y a comme un concept un peu qu'on peut dire que quand il y a du vide, le vide se comble naturellement tout le temps. Puis, dans les relations en équipe, souvent le vide, c'est prendre position ou poser des actions. Dans le fond, là, si tu dis pas à la personne clairement qu'est-ce qu'elle doit faire ou qu'est-ce qu'elle a à faire, puis que tu t'entends pas avec elle qu'elle a bien compris ce qu'elle doit faire, puis comment qu'elle doit le faire, puis pourquoi, mais la personne, elle va faire ce qu'elle pense qu'il faut qu'elle fasse.
Puis ça, je vous confirme, ce sera jamais ce que tu veux qu'elle fasse. Parce qu'elle va faire ce qu'elle pense qu'il faut qu'elle fasse, qu'elle aime faire. Fait que là, tu te ramasses dans des contextes où les gens, ils inventent leur job. Fait que là, tu sais, dans le cadre de l'activité, par exemple, ben, ce que la personne pense qu'il faut qu'elle fasse, ben, à un moment donné, ça se peut que ce soit genre d'être dans le milieu de la planche, puis tu te mettes à sauter parce que ça rebondit comme une trampoline, puis là, à un moment donné, elle pète la planche, puis elle est comme « Ah non! » Fait que la discussion préalable, où est-ce que tout le monde est inclus, où est-ce qu'on définit les idées, où est-ce qu'il n'y a pas une personne qui prend le contrôle direct, qui essaie de mettre son idée en application, elle est critique au succès. Surtout dans les petits groupes, comme dans l'activité dans les activités dans le cadre du week-end, parce que si c'est pas clair, puis ça se peut qu'il y ait une personne qui soit en charge de décider qui fait quoi. T'sais, mettons, ils l'auront défini, ça. Mais il faut que ça soit relativement clair. Ouais. Pas tant naturel que clair. Parce que dans certains contextes en organisation, il y a une hiérarchie, il y a un boss qui t'a engagé pour une raison, mais là, dans ce contexte-là, c'est à lui de te transmettre ça. C'est comme, je t'ai engagé pour quelle raison, puis c'est quoi le cadre. C'est quoi le carré de sable dans lequel j'aimerais que tu opères? T'en penses quoi? Puis souvent, c'est le contrat de travail. C'est comme, t'opères dans ce contexte-là, dans ce cadre-là, puis voici les principales tâches que je te demanderais de faire. Puis, ultimement, si ça, c'est pas clair, la personne, elle va se retrouver tout de suite dans autre tâche connexe. Puis dans autre tâche connexe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire ce qui ça y tente de faire, puis ce qui est amusant, puis qui est le fun. Je veux dire, il n'y a personne là, qui va se dire « Ah oui, moi, genre... » Ça me tente, moi, là, de rentrer des chiffres dans un Excel pendant toute la journée, puis genre, des chiffres qui font aucun sens, parce que je sais pas à quoi ils servent, puis... Mais non, si tu lui donnes le choix, peut-être que la personne, ce qu'elle aime, c'est le marketing, puis elle va dire « Regarde, je l'ai mis beau, le tableau. » Ouais. Mais je vais te mettre des chiffres dedans. C'est ça. Mais tu y as pas dit. Puis des fois, il y a beaucoup d'irritants qui vont arriver de ça. Puis dans le cas du week-end, ça, c'est une des affaires qui revient souvent. Ouais. Puis l'autre, c'est penser qu'on est clair quand on parle. Ouais. Non. C'est parce que nous, on a une idée. on a une idée claire en tête. Ça nous semble spectaculaire. Puis là, on l'explique. On est comme, ben voilà. Ouais. Puis tu réalises pas que l'autre personne n'a pas cette conception déjà établie en tête. Donc, c'est pas aussi clair que tu penses que c'est. C'est ça. Puis si les gens à la maison, genre, ils veulent essayer un exercice là, pour voir comment les gens comprennent les affaires. Là. C'est dans une étude que j'avais tiré ça, mais c'est comme une activité le fun. Là. Puis c'est le... Attends, mais est-ce qu'on peut la faire? Est-ce qu'on peut la faire? Je pourrais vous la faire, ouais. Voulez-vous l'essayer? Ben oui. Combien de temps ça prend? Bon, ça va prendre une minute. Ah, ouais, oui. Ça a l'air d'être... Fait que là... Do it at home. Okay, c'est une des rares fois qu'on... Je vais vous partager ça. Je vais enlever un papier. Je vais prendre ton papier et crayon. Faire un exercice pratique. Là, c'est le fun. On n'a jamais encore fait ça dans un podcast. Okay, est-ce que le papier, il est... genre, le crayon, il marche-tu bien? Parce que je pense que c'est pas pour beaucoup d'affaires. J'ai juste besoin d'écrire une phrase. Ce que je vais faire, dans le fond, ce qu'on va faire ensemble, je vais vous expliquer un peu les consignes de l'activité, c'est que là, il va y avoir un de vous deux qui va être, on va appeler ça le tapeur. Puis l'autre, ça va être l'écouteur. OK? Le but de l'activité, ça va être qu'il y en a un d'entre vous deux qui va fermer ses yeux, puis moi, je vais écrire un titre de chanson sur la feuille. OK? Puis je vais le présenter à l'autre personne. Puis l'objectif, ça va être, par exemple, que toi, tu es l'écouteur, tu as les yeux fermés. Puis là, on va te demander de ne pas tricher, bien sûr. Bien sûr. Puis Charles-Antoine, il va taper sur ton épaule le rythme de la chanson. OK? C'est bon, ça. Juste avec sa main, il va taper le rythme. Puis toi, tu vas essayer de deviner quelle est la chanson. Ouais, c'est sûr que vous la connaissez. Bon, OK? Fait que ce serait ça, l'objectif de l'activité. Puis après, on pourrait inverser les rôles. Voir. Parfait. Puis, fait on essaie ça? Oui. Essayons ça. Je suis l'écouteur, je vais fermer mes yeux. OK. Ah non, mais c'est incroyable. Là, pendant que j'ai les yeux fermés, juste parce qu'on pense souvent à ça, que genre, tu sais, la toune, puis là, tu te mets à la fredonner, puis toi, en tête, t'as la toune clairement, puis là, l'autre personne entend un fredonnement random, elle n'est pas capable de placer la toune, alors que nous, dans notre tête, c'est clair. J'ai l'impression que c'est cet exercice-là qui va être très bien. On va nommer à la fin, on le voit pas dans la caméra. C'est ça. Donc là, vous avez écrit une toune sur un papier. Oui. Ouais. Là, il y a une toune qui est écrite sur papier. Puis là, Charles-Antoine va se mettre à tranquillement taper sur ton épaule. OK. Ah, j'ai rien. J'ai absolument rien. C'est pourtant clair. En tout cas, pour nous, ça l'est. Fait que là, si tu devais essayer de guesser... si je devais essayer de guesser là-dessus, là...
J'ai rien. J'ai absolument rien. Allons-y pour Shape of You de Ed Sheeran. C'est pas ça. OK. C'est bon, on va te laisser regarder le titre puis nous le nommer. Bonne fête, Anna. Bonne fête, Anna. Ok, avec Fait que là, on va l'essayer à l'inverse, voir si Chanton est meilleur que toi. Puis après pensé que ce serait bonne fête, là, voyons. Puis après ça, je vais vous expliquer un peu le raisonnement derrière cette activité-là. C'est quoi la fonction, ultimement, de cette activité. C'est que ça m'est passé dans la tête, bonne fête. J'étais comme, non, le rythme, il matche pas, voyons. Je l'ai fait peut-être lent, là. Mais... Non, mais c'est pas ça. C'est que j'arrivais pas à synchroniser la bonne partie à laquelle je pensais au rythme qui se jouait, mais c'était le bon rythme. Là, c'est intéressant, pareil, là, comme ce que vous venez de vivre là. Parce que c'est quand même simple. Des fois, on essaie d'expliquer des affaires simples. Puis ce qui se passe, c'est ça. Parce que, tu sais, là, je vais vous dire le bout de suite de contexte, mais l'idée, c'est dans ma tête, moi, quand je tapote, je ne peux pas m'empêcher. Dans le fond, il appelle ça « the curse of knowledge ». C'est que je sais le rythme de la chanson dans ma tête, puis je l'entends. Tu la chantes dans ta mais tête. Ça, c'est comme... on est condamné à ça quand on sait quelque chose. C'est quand on l'explique, on a ces portions-là de contexte que l'autre n'a pas. Ouais. Fait que là, dans le contexte, c'est que toi, tu avais le contexte de la mélodie, de la musique. Puis là, tu t'appelles le drum, à la limite, ou la fréquence des beats saillants. Tu as transmis ça, mais lui, dans sa conception, sans le contexte, c'était pratiquement impossible pour lui de deviner. Dans la vie, tu sais. C'est ça. Puis, ultimement, mais ça crée un écart, des fois, entre ce que j'explique, ce que je pense que j'explique correctement. Parce que toi, je suis convaincu, si je te demandais... Quand tu tapais, tu étais convaincu que tu tapais la bonne chanson. Ouais, 100%. C'est ça, tu étais convaincu. C'était pas comme, voyons, non, c'était pas ambigu. Changer les rythmes, là. Et là, même quand j'ai la toune en tête, je suis comme, oui, c'était ça fait du sens après. Pourquoi j'ai pas deviné, là, voyons. Mais souvent, mettons, dans les week-ends, c'est qu'on va oublier de donner accès à ce contexte-là aux gens. Ou même dans nos organisations, c'est le pourquoi. Pourquoi on fait les choses? OK, c'est pour ça, c'est pour avoir... Mais ça, vous le faites pas de manière volontaire. C'est-à-dire, je me rappelle quand vous nous donniez en fait, vous nous disiez les consignes. Vous omettiez des fois de dire le contexte tout simplement. Tu sais, je donne un exemple, l'affaire de lancer les œufs. Là. Ouais. Les balles de tennis dans un certain ordre. OK, c'est ça, mais comme au début, c'était juste vous devez faire ça. Puis comme on vous donne une limite de temps. Ils nous disent pas si on doit le faire le plus vite possible. Ils nous disent pas s'il faut faire le plus d'œufs possible. Genre, il y a rien qui nous donne. Il y a des balises, du moins minimales, tu sais, où ce qu'on vous explique dans quel contexte ou les règles de base. Ouais. Mais dans une organisation, c'est aussi ça. C'est qu'en cours de route, ça se peut que le contexte évolue puis qu'on vive un changement puis qu'on doit se réadapter à une nouvelle réalité. Ouais. Tu sais, cette activité-là en particulier, elle permet ça. Puis il y a des effets de surprise un peu avec du stress qui est intégré quand, justement, les fameux œufs, tu sais, quand ils arrivent. Mais ultimement, c'est que ça nous amène aussi à dire, mais tu sais, le boss, il savait ou il savait peut-être pas que ça s'en venait, ça. Fait qu'il y a tous ces éléments-là. Je pense que ça illustre bien cette activité-là. Parce que la chanson Bonne Fête, c'est super simple. Oui. C'est comme, je suis convaincu que tu pensais qu'elle allait deviner. Ben, je pensais, puis en plus, surtout que quand il a commencé à la fredonner, j'étais comme, mon Dieu, il fait exactement le même beat. On dirait qu'il y a des notes, genre, j'étais comme, c'est sûr qu'il va l'avoir. Mais c'est intéressant, puis on voit un peu la psychologie du travail, en quelque sorte, qui ressort, parce que nous, durant la fin de semaine, tu liais toujours, en fait, tout ce quand on faisait une rétroaction sur l'exercice, tu arrivais toujours à faire un lien. Donc, on voit qu'en entreprise, voici comment ça se passe. Puis on voyait le concret, puis on voyait réellement, on disait, une certaine compréhension des mécanismes, puis de la réalité des mentalités qui clashent et des tensions en entreprise derrière tout ça. Donc on voit ça, et j'imagine que c'est un petit peu ça, si on devait dire c'est quoi la psychologie du travail, c'est de comprendre cette réalité-là. Ouais, mais tu sais, mettons, si je définissais c'est quoi la psychologie du travail. Donne-nous ta définition. Pour moi, ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup de manières de voir la psychologie du travail dans son ensemble, mais pour moi, la psychologie du travail, qu'est-ce que c'est? Là? C'est comme la psychologie clinique, entre guillemets, à mes yeux. C'est comme la psychologie clinique, c'est que le client ou le patient, c'est un individu. Ouais. Puis le psychologue, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est de comprendre, dans le fond, d'amener l'autre à comprendre comment ces mécanismes, ces systèmes internes fonctionnent. Okay? Comme dans ton cerveau, il y a des liens qui se font, puis tu essaies de les comprendre pour mieux agir ou pour être plus efficace comme humain ou pour mieux fonctionner. Le psychologue du travail, lui, son rôle au final, ou bien du moins comme moi je le conçois, c'est que moi, mon client, c'est l'organisation.
Dans le fond, l'organisation, c'est l'entité. Un peu comme le psychologue clinicien, son entité, c'est l'individu devant lui. Pour moi, le psychologue du travail, l'entité devant le psychologue, c'est l'organisation. Fait que moi, ma job, c'est, à la lumière de ce que le client m'amène, souvent, il m'appelle quand il y a un dysfonctionnement ou quelque chose qui est plus difficile dans son organisation dans l'ensemble. Fait que dans l'organisation, il y a différents systèmes. Tu sais, il y a différents systèmes, il y a différents départements, des fois, il y a différentes équipes. Puis ultimement, moi, je travaille avec ces différents systèmes-là. Puis dans la globalité de l'organisation aussi. Parce que moi, mon but, c'est que quand je pars, l'organisation dans son ensemble fonctionne mieux. Fait que comme l'organisation, les membres de l'organisation ont compris pourquoi ça allait rondement ou ça allait pas tout à fait bien. Ils ont compris ça. Puis une fois qu'ils ont compris ça, bien après ça, ils peuvent agir. Dépendamment, là, c'est là où je peux offrir des services de formation. Parce que des fois, une des raisons pourquoi on ne performe pas comme on devrait, bien, c'est qu'on ne sait pas des choses. Fait que là, il faut trouver une manière soit de développer la compétence de ces personnes-là pour qu'ils puissent agir mieux. Des fois, c'est des enjeux, mettons, de climat de travail. Fait que là, il faut mettre en place des interventions pour... Parce que tout ça, ça affecte le fonctionnement. Si tu fabriques, genre, des bicycles, puis que ton rendement de bicycle, l'organisation, elle, a fait 14 bicycles par jour, bien, si tu en fais 12, il y a un problème. Fait que, moi, ma job, c'est de réfléchir avec les personnes dans l'organisation, plus ou moins de personnes, pour essayer de comprendre pourquoi avant, on faisait 14 vélos par jour, puis maintenant, on en fait 12. Ouais. Puis de cette problématique-là, généralement, on est capable de remonter puis de trouver sur la chaîne de montage, il y a 2 personnes qui veulent plus parler, fait qu'ils veulent plus partager le tournevis. Ça occasionne des problèmes parce qu'avant, ils étaient comme dans le milieu, puis là, il y en a un qui allait le prendre, là, l'autre, il faut aller le prendre. Puis des fois, c'est comme, ils vont s'être chicanés, ces 2 personnes-là, pas à cause du tournevis. Donc, parce que ça affecte logistiquement ça le travail, logistiquement, mais là, la source est derrière. Puis la source, souvent, c'est pas tant genre... C'est peut-être même pas un conflit entre les deux, parce que si tu allais leur parler, tu pourrais peut-être comprendre que on essaie de passer à 15 vélos, puis c'est plus suffisant un tournevis. Fait que là, lui, il l'a trop longtemps dans le processus. Il se fâche contre lui. Fait que là, il est comme, donne-moi, j'en ai besoin vite, parce que la chaîne de montage a accéléré. Fait que tu sais, des fois, là, le gestionnaire, lui, il va voir le problème au sens de, ils sont pas capables de travailler ensemble. Fait que tu sais, ça peut être un scénario, tu sais, mettons. Ouais. Mais dans ce cas-là, tu sais, la solution au problème, ce serait pas de faire une intervention de climat. Tu sais, ce serait pas de dire, là, il va falloir que vous parliez, les gars, vous n'êtes pas capables de travailler ensemble maintenant. Peut-être que ce serait juste d'y acheter un tournevis à lui, parce qu'en voulant faire 15 vélos par jour, on a dépassé la capacité d'un tournevis d'opérer dans comment ça fonctionnait avant, puis ça allait bien. Fait que, tu sais, des fois, c'est des subtilités comme celle-là qu'il faut essayer d'aller découvrir avec l'organisation. Puis moi, c'est ça que je trouve hot dans ma job. Parce que depuis que je fais cette job-là, je navigue dans plusieurs types d'organisations, tu sais, autant publiques, parapubliques, des petites organisations privées avec différents types de clientèle. Tu sais, mettons, puis ce que je trouve nice, c'est que ça me permet d'apprendre la job de tout le monde. Tu sais, fait que je pourrais aller dans un bureau d'avocat puis apprendre la job des avocats. Comment ça fonctionne un cabinet d'avocats, tu sais. Ouais. Fait que là, je serais amené à poser des questions, à comprendre comment ça fonctionne une ville, comment ça fonctionne une université dans ses rouages, comment ça marche, tu sais, mettons, des garderies. Tu sais, genre, c'est comme, c'est fascinant pour moi là, de dire, tout le monde passe tout le clair de leur... mettons qu'ils passent 8 heures par jour à travailler. Moi, ma job, c'est de comprendre comment votre travail fonctionne pour vous proposer des affaires pour qu'ensemble, on puisse faire en sorte que ce 8 heures-là, il soit moins tough. Puis, je te dis, tu sais que tu trouvais ça hot, mais qu'est-ce qui t'allume le plus de ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que t'aimes le plus? Que c'est ces moments-là que t'es comme « That's why I'm here ». C'est ça que j'adore. Mais, mettons, comme là, j'ai un mandat en tête que je suis en train de faire là, dans un accompagnement en gestion de changement. Puis c'est quand je vois mon client qui dit hey, j'ai l'impression que je sais où je vais maintenant. Parce que c'est comme, des fois... C'est comme, j'ai réalisé ça dans un de mes premiers stages, là, c'est que les gens, des fois, ils savent pas. Puis des fois, comme à l'université, on a la prétention de savoir bien des affaires. T'sais. On apprend vite, on sait apprendre vite. Si on le sait pas, on va trouver. Ouais. Puis on dirait que c'est quand j'arrive à un point, des fois, avec mes clients, où je le vois dans leurs yeux, là, que, tu sais, mettons, je préparais une rencontre difficile. C'est pas moi qui préparais ça, mais mettons, j'étais un client, puis j'ai une rencontre difficile à préparer. Puis là, on a passé, mettons, 1 heure ensemble. Puis là, après, je suis comme, OK... Je me suis pris 3-4 étapes, là, les fameuses étapes que je devrais mettre dans mon livre. Là. Mais comme j'ai 3-4 étapes, là, c'est super clair. Puis avec ça, je sens que je vais pouvoir me préparer adéquatement. Puis je suis capable maintenant de voir le résultat.
Parce que des fois, les gestionnaires, quand ils font appel à mes services, c'est qu'ils ne savent pas comment arriver au résultat qu'ils veulent avoir. Ils ont essayé plein d'affaires. Puis, ils sont pas capables de dire, crime, j'ai essayé plein d'affaires, j'ai fait affaire avec plein de monde. Puis des fois, c'est même avec leurs ressources humaines à l'interne. Là. Puis c'est comme, je sais pas comment arriver au résultat que je veux. Je suis clueless face au résultat, face au processus à travers lequel traverser pour améliorer cette situation-là. Ça, j'aime tellement ça parce que moi, personnellement, j'ai vu un psy. Puis, en effet, le psy, c'est quand tu te comprends pas toi-même, ou en tout cas pour moi, c'est quand tu te comprends pas toi-même, tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider à te comprendre et t'aider à te construire un peu des chemins qui facilitent la compréhension de tes réactions, ainsi de suite, qui facilitent la compréhension de certaines tendances que tu as, de comment tu interprètes les choses. Puis c'est tellement similaire ici parce que tu aides les organisations, les gestionnaires à comprendre eux-mêmes et à trouver une carte pour naviguer, par exemple, un changement, des conflits, ainsi de suite, alors qu'eux-mêmes seuls seraient peut-être pas capables de le faire, mais là, cette aide-là leur est incroyablement précieuse. Oui, puis ça les aide à comprendre leur organisation avec quelqu'un qui a un regard extérieur sur leur organisation. C'est primordial. Tu sais, parce que eux, là, ils baignent là-dedans. Là. Ouais. Ils sont là-dedans à journée longue, puis ils sont comme, hey, là, j'ai tout essayé. Mais tu sais, des fois, avec un regard extérieur, ça amène à dire, hey, c'est. Puis tu sais, je reprends l'exemple que je donnais de faire des vélos. Puis je suis comme, tu sais, toi, du tour que tu as fait, tu penses que c'est un enjeu de climat de travail. Mais dans le fond, il manque un tournevis. Ça va te coûter 4 piastres. Mm-hmm. Genre, régler ça, là. Puis des fois, c'est comme, oh my God, j'avais pas pensé à ça. Parce des fois, on est mal fait, les humains. Puis même dans les organisations, c'est, tu sais, dans la vie, il y a des règles. Puis dans les organisations, il y en a encore plus. Mm-hmm. Puis il y a un livre que moi, je vous recommande. Là, c'est L'Utopie des règles de David Graeber. Là. Mm. Puis dans ce livre-là, en gros, ce qu'il explique, là, c'est que dans nos organisations modernes, il y a des règles. Il y a des règles, man. Puis on n'arrête pas d'ajouter des règles. OK? Ouais. Puis on met des conventions collectives, puis les conventions collectives délimitent les droits des travailleurs, puis ce que l'organisation doit donner aux travailleurs. Il y a des conventions de travail. Là, il y a genre une liste de règlements, etc. Puis ultimement, plus on a de règles, plus ça devient difficile de laisser aller notre libre arbitre. Ah oui, parce que tu es comme contraint dans une... Mais tu es tout le temps contraint, mais les organisations, dans le livre, ce qu'il dit, c'est qu'on n'enlève jamais de règles. Il faut juste en rajouter. Lui a fait ça, je veux pas qu'il fasse ça, on met une règle. Mais on n'enlève jamais de règles. Fait qu'à un moment donné, dans les grandes organisations, un des grands problèmes qu'on a, c'est que faut naviguer dans des carrés de sable qui sont rendus super étroits, super contraignants, puis ultimement, les humains ne peuvent plus utiliser leur cerveau dans leurs organisations. Bref, lui, il parle de ça dans ce livre-là, c'est fascinant. Mais ouais. Non, c'est super intéressant, puis de manière plus globale. On demande tout le temps ça à la fin de nos discussions. On aime ça demander cette question. Parce qu'on veut savoir, puis tu as vécu un parcours qui est quand même particulier, atypique, que tu as vécu des choses qui sont vraiment tough. Mais j'aimerais savoir, de ta perception, toi, tu es rendu à une place où est-ce que tu es fier de ce que tu as accompli, puis que tu as fait ce que tu as à faire. Tu as passé à travers beaucoup, puis est-ce que tu as des conseils à donner à des jeunes, peut-être, qui sont au secondaire, même au cégep, peu importe, tu sais, qui veulent aller ou qui sont peut-être, je sais pas s'ils sont perdus, mais plus... Ben, peut-être qu'ils traversent une période d'incertitude profonde, pas nécessairement au niveau degré, ou peut-être à un degré plus profond que ce que tu traversais quand tu t'es déchiré l'épaule. Ouais. Conseil de vie, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est intéressant, c'est drôle. Un conseil de vie. On dirait qu'il y a comme... Genre, toi, qu'est-ce qui t'a guidé? Tu sais, c'est comme... Il y a quelque chose qui t'a guidé. Je veux dire, tu t'en es sorti, là. Mais ce que je trouve le fun, tu sais... Mettons, on dirait, tu sais, j'y pense, là, mais... De quoi que je pense que moi, il a vraiment été... Qui a vraiment été comme un deal... comme un marqueur, je trouve, dans mon chemin de vie. C'est que j'ai tout le temps essayé de trouver quelqu'un à qui j'aurais aimé ça ressembler. Tu sais, comme, mettons, je me laissais inspirer des gens qui ont traversé ma vie, parce qu'il y a plein de relations que j'ai pas nécessairement gardées non plus. Fait que, pour moi, il y a comme deux affaires. Je regardais en avant, puis j'étais comme, hey, moi, j'aimerais ça te ressembler. Il y a des traits que tu as, ou il y a des affaires, mettons, souvent, ça a été des modèles un peu comme mes enseignants, les gens qui m'ont enseigné, les gens qui m'ont coaché. Puis moi, je suis très loyal, mais à un moment donné, quand j'avance, puis je réalise qu'on n'a plus les mêmes intérêts communs, genre, c'est comme...
j'ai eu beaucoup de séparation d'amitié. Puis ça, c'est pour les jeunes, mettons, souvent, on a tendance à vouloir s'accrocher à nos vieilles amitiés du primaire, tu sais, puis du secondaire. Garder les choses comme c'était avant. Ouais, puis des fois, ces relations-là, ça peut être le fun de les garder, mais des fois, il faut savoir aussi s'en distancier. Parce que peut-être ces personnes-là, c'est des gens qui vont vous garder en arrière, dépendamment des ambitions que vous avez, tu sais. Puis ça, c'est un premier point. Puis le deuxième, c'est quand tu vois quelqu'un que tu dis c'est nice, qu'est-ce qu'il fait? Intéresse-toi. Intéresse-toi à lui, puis qu'est-ce qu'il a fait pour arriver là? Comment il s'y est pris? Tu sais, papa, moi, c'est ça que j'aurais envie de dire. C'est comme, pas peur d'y demander, hey, tout ce que tu fais, c'est nice, comment t'as fait? Tu sais, moi, je me vois encore avec le psy, je sais comme, comment tu fais pour être psy? Puis, ouais. Genre, puis comme, pose des petites questions. Les gens, là, souvent, là, ça leur fait tellement plaisir. Ben, comme ce qu'on fait aussi aujourd'hui. Ben, c'est Tu sais, ça. dans Ouais. un podcast, c'est un Absolument. plaisir de parler. Puis Ouais. j'aime tellement cette réponse-là parce que non seulement on parle essentiellement avoir l'esprit ouvert à changer et à avancer, donc pas être raccroché seulement sur le passé, mais aussi on voit dans les différentes étapes de ta vie, non seulement en secondaire 3 quand tu as commencé la boxe, mais on voit à quel point il y a une influence des gens qui, des fois, essaient de te retenir, qui te décourageaient peut-être comme ton père au Ouais. début d'un match de boxe, et des gens, des coachs, des gens qui t'ont inspiré, le psychologue, les profs, le coach que tu nous as dit, Ouais. Benoît initialement, tous ces gens-là qui ont eu un impact positif et qui t'ont comme... En fait, c'est intéressant parce que souvent, pas tout le monde accorde genre pas tout le monde pinpoint les moments où est-ce qu'il y a quelqu'un qui les a inspirés à Ouais. changer de direction, mais toi, tu l'as vraiment fait dans la discussion, puis on voit que tu l'as mis dans ton parcours de telle personne à ce moment-là, ça a été un point important. Telle personne m'a dit quelque chose, Ouais. ça a été un point important. Puis on voit l'importance que tu accordes à évoluer avec justement cette inspiration-là qui vient d'extérieur, qui vient des gens. Puis aujourd'hui, ta job elle-même, c'est d'apporter une perspective extérieure, c'est d'aider les gens à progresser. Donc, moi, je trouve que c'est incroyablement cohérent, même. Ouais. C'est magnifique. Puis, tu sais, au doctorat, ça a été un gars qui s'appelle Dominique Morneau, tu sais, qui m'a comme... J'étais genre, my God, ce gars-là, je veux faire ce qu'il fait dans la vie, là, tu sais. Ouais. C'est comme, parce que, tu sais, faire une histoire courte, au début de mon doctorat, il y a eu un moment où j'ai eu un gros revers, là, tu sais, je me suis planté dans un examen. Puis après, j'ai fait un travail qui était d'aller voir c'est quoi être un psychologue organisationnel. Puis j'ai rencontré des gens qui font toutes sortes de pratiques. Puis ce gars-là, justement, Dominique, j'étais comme, wow. Mais comme, des fois, tu sais, c'est ça, tu sais, de se raccrocher à... Regarde, tu sais, mettons, moi, j'essaie tout le temps d'avoir c'est où je veux m'en aller, mon prochain pas, qui est pas trop loin non plus, tu sais. Fait que je m'entoure de gens qui sont juste un peu en avant de moi, puis j'ai tout le temps une vision, un peu comme quand j'étais jeune, j'avais la photo de la ceinture sur mon... que j'avais collé, genre, sur mon garde-robe. Mais comme, je vise haut, puis j'essaie de trouver des gens qui sont sur le chemin. Puis des fois, il y a des gens qui sont plus sur le chemin. Puis j'essaie des fois pas tant de me désembourber, mais de simplifier aussi des fois mes relations, parce que certaines personnes vont essayer de te garder derrière, puis c'est pas volontaire. C'est que eux, ils aimaient ça. Eux, ils ont atteint le bout où ce qu'ils voulaient aller, puis ils voudraient te garder avec eux. C'est super le fun. C'est comme... C'est de l'amour, dans le fond, qu'ils te donnent. Ils sont comme, hey, moi, je t'aime tellement que je voudrais pas que tu partes. Mais ça se peut que toi, dans ton projet de vie, tu aies besoin de partir. Puis ça fait des Faut que des les choses ruptures. puissent changer. C'est ça. C'est comme si tu restais toujours toute ta vie avec ta première blonde parce que tu penses que tu n'auras jamais d'autres blondes ou que tu es prisonnier de... Tu sais, puis c'est comme si c'est toi-même qui te garde là parce que tu as peur. Tu sais, je pense que, tu sais, dans la boxe, j'ai appris beaucoup le courage. Puis je pense que le courage, c'est aussi de dire, je me mets dans une position où je pourrais me faire casser la gueule ou tout perdre. Parce que j'espère qu'après, ça va être beau. Ouais. C'est comme... Ouais. Non, absolument. Ben écoute, sur ces belles ces paroles, paroles honnêtement. Là. Ouais, merci beaucoup, Francis, d'avoir parlé aujourd'hui. C'était vraiment génial. Merci à vous autres de m'avoir accueilli ici. Là. J'étais bien flatté là, quand tu m'as demandé ça. Ben, c'était un vrai plaisir. Et, honnêtement, on avait le soupçon que tu avais beaucoup à transmettre et je pense qu'on l'a vu dans cette discussion. Vraiment. Merci, Francis. Merci à vous autres. Bye. Merci beaucoup d'avoir écouté. C'était vraiment une belle discussion, vraiment super intéressante. Puis Paul, c'était quoi ton moment fort? Ben moi, quand il nous a parlé, tu sais, il y avait une direction dans sa vie. Il allait devenir boxeur professionnel. Puis là, du jour au lendemain, tout change. Et il est maintenant plongé dans la période la plus sombre. Il y a de l'incertitude. Une dépression, là. Une dépression. Il ne sait pas où il s'en va. Il n'y a aucune direction. Et ce qui arrive à le tirer de là, c'est d'aller voir un psychologue, d'obtenir une perspective extérieure qui permet de faciliter, on va dire, pour lui, la création d'une carte, la création d'une direction, la création d'un chemin
qui lui a permis justement d'accéder à des nouveaux intérêts, de devenir psychologue lui-même. Et de s'accrocher à sa propre vie. Ben c'est ça, c'était terriblement fascinant parce qu'en effet, un psychologue, le but, c'est pas juste d'aller parler de nos émotions, mais c'est que cette personne-là nous aide à construire une carte pour qu'on puisse nous-mêmes mieux naviguer la jungle qu'est notre tête. Et un psychologue du travail, un lien, c'est la même chose, mais appliqué à une organisation. Il y a des fois des conflits qu'un gestionnaire ne va pas être capable de régler tout seul. Donc, un psychologue du travail lui permet justement de naviguer ça, une perspective extérieure. C'est très enrichissant. Moi, j'ai adoré cette métaphore-là. Oui, absolument. Puis pour ma part, honnêtement, moi, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est le petit exercice tout simple de la chanson, là, justement, qui nous a fait chantonner, ou en fait, avec simplement le rythme que je tapais sur l'épaule à Paul. Bonne fête. Ça donne vraiment une belle perspective de, en fait, la perception des gens que il faut comprendre qu'en expliquant un concept, en expliquant la vision, il faut savoir la perception. Genre, qu'est-ce que les gens y perçoivent. Puis souvent, c'est pas la bonne ou c'est pas la même que nous. D'où la raison des fois avec des difficultés de communication. Donc bref, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Donc merci encore d'avoir écouté. Envoyez-nous vos commentaires, on adore ça les recevoir au 1001 voix du succès à commercial gmail.com. Et d'ici là, prenez soin de vous autres et à la prochaine.